Émission 771. Cette semaine, The Bee You Love in the Dark. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. Une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben non, merci au micro et cette... Je sais pas c'est quoi. Non, merci au micro et cette semaine, je chante une équipe dont les membres ont ouvert un grimoire maudit et maintenant vivent de folles aventures. Hein? Ben oui. Je vous présente à l'instant le premier, puis le seul cette semaine, il faut le dire. Une fois sur le party, on sait tous qu'il serait du genre enlever les pins à Pinhead. Jake Dion est avec nous. C'est sur le party. Non, mais juste... non. You shall not touch me, mortal. Non, mais juste pour voir que ça fait. Will suffer more than anything. Ben, là, t'en as déjà 30, tu peux m'en donner Les une. gars, elle le fait-tu, elle le fait pas? Là, on te le dit pas. On te le dit de pas le faire. Ouais. Tu dis, quand même une pareille. Fait que tu demandes notre approbation, Oui. mais tu le fais pareil. C'est ça. Ça fait ton genre. Oui, ça, c'est mon genre, ça. Bon, hey Jake, c'est juste toi puis moi cette semaine. Tout le monde Oui. est tombé comme des mouches. Ben, en fait, Laurent et Simon ont pris congé cette semaine parce qu'on enregistre quand même un spécial d'Halloween vendredi. Et là, hier soir, vers 10-11 heures, on a reçu un message comme quoi Gauthier ne pouvait pas être là. Je pense qu'il s'est désisté. Ça, il tentait pas de revenir. Il est revenu puis il a fait, bon, Non, tu sais quoi? Il avait l'air d'avoir une bonne excuse. Il y avait une bonne excuse. Fait que c'est juste Jake et moi cette semaine. On a des news, on va jaser. On a une BD à parler en fait d'émission. Puis de toute façon, vous allez avoir plein de trucs qui s'en viennent cette semaine là, sur le Discord des Mystérieux. Puis en plus, vendredi, les gars, ils se donnent. L'équipe se donne parce qu'on enregistre notre spécial d'Halloween qui va être disponible lundi prochain. Donc, Dehors. C'est Dehors. là qu'il aurait fallu qu'il fasse 22. Là. ben, il va faire 10. Mais bon. pas Ben, si c'est pire. ça. 10, 22, c'est pas prêt. Je sais que c'est pas 10, 22, pareil. on dirait un code de police. 10-22. 10, 22, c'est bon. On est des pretzels. Mais là, c'est ça, tu dis que t'allais pas super bien, Jake. T'es-tu correct? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que j'allais pas super Toi, bien. tu dis que ton énergie était comme basse. Ben, c'est ça. Elle n'est pas radio-énergie, mais ça vaut quand même très bien. OK, parfait. Qu'est-ce qui se passe avec toi? J'ai dessiné aujourd'hui. T'as dessiné, J'ai ouais. envoyé... je peux en parler. J'ai fini l'ancrage de la BD Turbo Kid. Nice. Donc, et le lettering. C'est là-dessus que je travaillais hier tard. Qu'est-ce qui est plus chiant, le lettering ou l'ancrage? Ah non, l'ancrage, c'est le fun. Ouais. Lettering, c'est chiant. Ouais. Mais j'aime mieux le faire Pour t'assurer que ça soit top. moi-même. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis avec le temps, à un moment donné, on développe des trucs, là, mais c'est juste parce que c'est brain dead, puis c'est visuel. Fait que, tu sais, je peux pas peux pas écouter, mettons, regarder un film en même temps, puis Ouais. même un podcast. Des fois, oui, là, mais... fait que... ça m'est arrivé une couple de fois. Tu sais, à un moment donné, à force d'être brain dead, c'est ce que je fais, c'est que je place le texte. Après ça, je fais la bulle. Ouais. Puis je remplis ça, puis là, tu sais, je fais les petites flèches là, pour indiquer qui parle. Mais à un moment donné, tu sais, à force d'en faire, tu es rendu d'un automatisme, tu sais. Puis je me suis trompé de petites flèches une couple de fois dans Alice. OK. Qu'est-ce que ça crée? Je crois qu'il en reste une qui n'est Oh. pas corrigée. À Je quelle suis pas page? sûr. Ben, c'est ça, c'est que je m'étais fait donner des notes de mes éditeurs, genre, oh, là, tu t'es trompé, puis tu sais, ça change tout, là. Un personnage qui dit de quoi qui est supposé d'entendre ou l'inverse. tu sais. Ouais. Puis je pense qu'il en reste une. Fait que c'est un grand concours. Non, c'est pas un concours. Ben là... Et oui, la envoie. personne qui trouve la flèche qui parle à la mauvaise personne dans la liste gagne un ex-libris de Alice. Mon Dieu, Parce ça, que c'est hier, quand j'ai même retrouvé ça dans mes j'espère. affaires, là. Signé, Jake, un ex-libris de Ils toi? sont signés, numérotés. Bon. Tac. Wow, ça, C'est c'est ça. un beau, ça. Vous gagnez ça. Fait Bon. que 39 sur 300, 40 sur 300 ou 1 sur 300, celui-là, je le garde. Est-ce que l'erreur est évidente dans la liste, Jake, ou elle est pas... Je crois que ça se peut qu'il n'y en ait même pas. Fait que- Le monde va chercher pour absolument rien. Pour vrai, je me rappelle pas. Un petit Joker, hein? Il veut juste voir le monde brûler. C'est ça, c'est mon genre. Ça. Mais tu fais-tu ton lettering maintenant dans Procreate ou tu le fais encore dans Photoshop?
Non, je le fais dans Photoshop parce que Procreate, ben ça, on peut en parler un peu parce que t'es maintenant un nouveau adepte. Un nouvel usager de Procreate, ouais. Ouais, c'est ça. Puis Procreate, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Il y a des trucs là-dedans que les autres applications de dessin ne font pas, qui est juste génial. Mais il est quand même basé sur le touchscreen. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que c'est possible trouver de quoi avec un clavier. Là, pour du copy-paste, peut-être, à partir d'un fichier, peut-être une insertion. Ça, il n'y a pas de problème pour le copy-paste. Puis même, il reconnaît ta fonte. Il reconnaît le OK, je savais pas qu'il y avait gestion de fonte. Ça, l'affaire, c'est que moi, je vais souvent déplacer, tu sais, je vais faire la bulle, puis à cause de je sais pas quoi, à cause de comment mon cerveau il est fait, peu importe comment je fais la bulle, je replace tout le temps le texte après, centré dans la bulle. Et ça, c'est très dur à faire dans Procreate parce que tu y vas au toucher. Ouais. Donc, aussitôt qu'il faut que tu sois minutieux, évidemment, en zoomant au maximum, tu peux avoir le contrôle absolu. Mais là, c'est ça. Puis moi, tu sais, je fais comme 50 pages. Là. Go, 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 go. Fait que tu sais, j'ai pas le temps de niaiser. Là. Fait que je l'utilise pas encore pour ça. Je sais aussi que Clip Studio est rendu pas mal plus hot. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Il est rendu pas mal plus hot de ce côté-là là, pour le lettrage puis pour tous ces trucs-là. Mais c'est ma propre police de caractère que j'ai créée. Que tu as créée toi-même. Ouais, c'est relativement facile en faire une police de caractère. C'est super simple. En fait, moi, je n'ai fait 2. Tu l'as fait, j'imagine, dans Vectoriel, puis après, tu l'as converti en... Ouais, c'est que dans le fond, il y a un site qui existe. Il faudrait que je retrouve ça. Là, je m'en rappelle plus. Je sais pas si c'est intéressant ce dont on parle en ce moment, mais c'est vraiment comme le milieu de la BD puis des trucs de graphisme. C'est ça. On est là-dedans. C'est ça. Puis aussi des gens qui n'ont rien à faire de cette information-là, mais qui comprennent, genre, OK, il y a du vrai travail derrière ça. C'est pas automatique. Donc, c'est un site où tu downloads un template où tu écris chaque lettre individuellement et tu remets ça dans le site puis tu shootes un fichier vectoriel. C'est ça. Nice. Fait que c'est quand même très hot, très facile à faire. Ou tu payes un petit frais? C'était gratis. Dans le temps, c'était gratis. Moi, j'ai commencé à utiliser Procreate il y a environ 2 semaines. Puis, tu sais, quand je dis utiliser, c'est vraiment minime. J'ai pas appris à dessiner, même si c'est peut-être. J'aimerais ça pouvoir dessiner des perspectives, essayer de dessiner des personnages, ce genre de choses-là. Ça serait cool. Mais en attendant, ce que j'ai fait, puis c'est super zen comme exercice. En fin de journée, ce que je fais, c'est que je prends un line art qui existe d'un artiste que j'aime sur Internet, puis je refais les couleurs. Puis c'est juste ça. Puis j'explore. Puis, tu sais, moi, ayant un passé de graphiste, je travaille encore comme graphiste aujourd'hui. Puis, je veux dire, j'utilise Photoshop depuis 2002, 2003 à peu près. Je comprends la logique, puis tu sais, j'ai une base déjà en partant. Fait que ce que je suis en train de faire essentiellement, c'est de comprendre comment Procreate, je veux pas dire imite Photoshop, mais rend des outils qui sont similaires à Photoshop, qui a des fonctionnalités similaires à Photoshop. Donc, en dessinant, c'est comme une petite activité un peu brain dead. En même temps, je comprends. OK, la sélection, c'est très zen. C'est ça, je me mets de la musique, je me mets un podcast. Je m'installe. Un petit documentaire. Tu sais, des fois, il y a des documentaires que tu n'as pas besoin d'avoir vu le visuel. Je m'installe, puis je fais ça. Et en même temps, je trouve des fonctions. De temps en temps, je me tape un petit tutoriel. Puis ce qui est étonnant, si vous achetez l'application qui est sur iOS de Procreate, parce que c'est sur iOS, d'un, c'est pas super cher. C'est quelque chose comme 13,99 $. Et la quantité d'options granulaires qu'il y a dans l'application, c'est assez étonnant. Tu le vois pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutons. C'est pas visuellement représenté quand tu ouvres l'application, mais tu peux vraiment modifier beaucoup de choses. La seule affaire qui, pour l'instant, m'énerve, puis c'est peut-être juste parce que je ne suis pas habitué, puis là, je me base juste sur un modèle qui appartient à celui de Photoshop, c'est comment sélectionner des éléments puis les remettre dans un autre calque. Ça, je n'ai pas trouvé encore. Puis je trouve ça un peu compliqué. Mais sinon, c'est franchement épatant. Puis je te pose la question, Jake, tu penses-tu que à pratiquer, bien sûr, comme n'importe quel talent, pratiquer pour créer du dessin, ça peut se faire? Ou au contraire, non, tu devrais commencer papier, commencer avec la base? Ah non, tu commences par où tu veux, man. La première étape, là, c'est exactement comme la magie. Quand tu pratiques la magie, la première étape, c'est d'écrire. Fait que la première étape, c'est de se faire du fun. Si tu suites des barrières avant même de commencer, hey man, c'est chiant. Là. Fait que c'est un peu comme s'entraîner. Là, peu importe qu'est-ce que tu fais,
faut pas que tu te mettes la barre haute puis que ça soit rushant puis que la première fois tu t'entraînes, genre t'as mal partout puis qu'après ça, tu ne veux plus jamais t'entraîner de ta vie. Exact. Commence par des affaires super smooth, super simples, puis l'outil que tu choisis, c'est celui qui te rend le plus heureux. T'sais. Fait que, mais moi, je pense que Procreate, c'est je ne sais même pas si on l'a dit, c'était quoi, mais c'est un logiciel sur l'iPad de dessin. Oui, exactement. Dans lequel j'ai fait ma dernière BD au complet. Chanson noire. Disponible chez Glénat, Québec. Et voilà, disponible en vente partout, donc sur leslibraires.ca. Et c'est ça, fait que c'est un programme super friendly, easy to learn, mais qui est très profond en même temps. Tu peux faire beaucoup d'affaires avec ça. Fait que je pense que pour quelqu'un qui débute, là, il y a d'ailleurs une maman qui m'avait écrit, elle dit « Ma fille dessine, puis là, tu sais, elle a le iPad avec le Apple Pen, puis le logiciel Procreate, mais... penses-tu qu'il y a d'autres outils qu'elle devrait avoir? C'est déjà en masse. C'est déjà beaucoup. C'est intense. Parce que, tu sais, il faut le dire, c'est quand même dispendieux, là. Fait que pour les gens qui peuvent pas se permettre de s'acheter ça, mais qui veulent quand même commencer à dessiner ou faire un projet de BD, whatever, ne vous laissez pas limiter par vos outils. Vous pouvez faire... Tu peux faire n'importe quoi, man, à cette heure-là. Je veux dire, tu peux dessiner sur une napkin puis prendre ça en photo avec ton téléphone. En photo, le vectoriser, l'amener dans Photoshop, dans Procreate. Je dirais même, tu sais, moi, j'ai pas toi, tu as un iPad Pro, tu travailles sur un iPad Pro puis c'est essentiel pour ta job. Je sais pas, ton iPen ou ton iPencil, c'est quelle génération? Deuxième ou première génération? Je sais pas mon pen, il est de quelle génération. Ça, je savais que ton pen, tu savais pas de quelle génération. Je dis qu'il y a à peu près 41 ans. Mais ce pen de 41 ans, tu n'es pas obligé d'être de la deuxième génération. Moi, c'est la première. Et mon iPad, c'est un iPad bien simple. C'est pas un Pro, c'est pas un Air, c'est un iPad de 2021 bien basic avec une première génération. Puis ça marche étonnamment bien. Tu sais, je ne suis pas rendu au point où j'ai besoin d'avoir des outils plus sophistiqués pour voir la différence, peut-être éventuellement. Mais juste en 2 semaines depuis que je l'ai installé, j'ai découvert plein d'affaires. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. De temps en temps, je sais que je te poke, je ne sais pas si tu te gosses avec ça, voir comment ça marche cette affaire-là, mais des fois, c'est ça, je cherche puis je trouve pas. Là. Puis quand tu vas sur YouTube, puis tu as le gars qui lance son baratin, là, puis subscribe. Non, donne-moi ce que j'ai besoin, là. Je ne reviendrai plus jamais ici après. Là. Ça, c'est drôle, man. Les tutoriels sur YouTube, moi, j'en consomme tellement. Là. Beaucoup d'After Effects dans mon cas. Mais de la manière que j'y consomme, c'est comme une espèce de déni. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que je skip parce que je sais qu'il va commencer en expliquant qu'est-ce qu'il va expliquer. Là, c'est ça, exactement. Oui, puis là, ça va être suivi d'une pub ou une promo de son channel, puis que si tu veux en savoir plus, like, subscribe, nanana. Fait que là, tu sais, je skip tout le temps. Là. Clac, 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 clac. Puis là, je vois, Asti vient de faire ce que je cherche. Tu reviens. Fait que là, je recule. Puis là, je suis comme, OK, ah non, là, je l'ai pogné comme en plein milieu. Puis là, j'écoute. Ah non, il manque comment. Puis là, finalement, je recule. Fait que, tu sais, c'est comme genre lire un texte, mais starter par le dernier paragraphe, puis le remonter. Ouais, c'est finalement, comme. Tu te ramasses, tu as écouté toutes les vidéos. Ça t'a pris plus de temps que si tu avais juste laissé ça. Il le laissait écouter. Mais en même temps, c'est que. Puis là, je dis pas qu'on est des excellents communicateurs, là, au contraire, mais il y a des gens qui savent pas comment hiérarchiser l'information dans le cadre d'un tutoriel. Fait que c'est tout all over the place. Ouais. Et des fois, il y a des gens qui ils se sont pas préparés d'avant, juste faire un outline sur une feuille de papier ou une direction. Fait que là, ils vont partout, là. Je sais, voyons, de quoi tu parles, man? Puis tu essaies d'avancer, d'aller plus vite, puis là, tu poses par-dessus une affaire qui est importante. Puis, moi, je trouve ce processus-là extrêmement fastidieux. Et des fois, je viens vraiment fâché. Je dis, hey, man, je suis en train de perdre mon temps. Là, et d'autres fois, je suis découragé parce que c'est des jeunes enfants de 10 ans qui donnent des affaires super complexes. Oui, je suis comme, mon Dieu, c'est incroyable. Mais ben, moi, je les trouve tellement hot, ces kids-là. Là. Ben oui. Tu sais, justement, j'étais dans iMovie puis je cherchais de quoi de super simple. Puis, man, peu importe où c'est que j'allais sur le site d'Apple, je trouvais pas. Puis je me ramasse, puis c'est un petit kid de genre 11 ans qui m'explique. Puis je suis que, c'est que t'es hot, man. T'as compris, toi. Mais hey, parlant de ça, j'ai 2 petites suggestions à te faire. Puis c'est malade parce que c'est comme un hasard, mais c'est 2 Québécois.
qui font des tutoriels sur YouTube de dessin. Il y en a un qui s'appelle Marc Brunet qui a travaillé, entre autres, pour Blizzard. Il a travaillé pour des grosses compagnies, puis il s'est lancé sur YouTube il y a une couple d'années, puis il est rendu sponsorisé, je pense, par Apple, ou pas par Apple, par Wacom ou whatever. Puis donc, Marc Brunet, son channel, c'est Marc Brunet. Fait que B-R-U-N-E-T. Parfait, c'est noté, oui. Puis il est bon dans le sens que il est super bon en dessin, mais c'est qu'il a une approche très friendly, fait que c'est moins expliquer des affaires très de base, mais en même temps sans être condescendant. Là, je sais pas comment dire ça. Non, mais il y a des artistes qui le sont. Là, fait que... Ouais, puis il est drôle, puis tout. Et l'autre, c'est peut-être plus un tutoriel philosophique, mais c'est mon ancien collègue qui était une des personnes qui me faisait le plus rire au monde. C'est Adam Duff et sa compagnie s'appelle Lucid Pixel. Lucid, L-U-C-I-D, Pixel, P-I-X-U-L. Puis c'est que lui, en fait, il s'est starté sa propre école de concept art, puis sa philosophie derrière ça, c'était du one-on-one. Fait qu'il voulait pas, genre, faire des cours pour des grosses classes, il voulait comme plus du mentorat, plus une espèce d'esprit comme ça. Et depuis une couple d'années, il fait des vidéos YouTube où on le voit juste comme dessiner, un peu random, puis il parle par-dessus. Mais il s'adresse aux artistes d'une manière extrêmement rafraîchissante et calmante. Fait que, tu sais, il va parler souvent des angoisses des artistes. Genre, est-ce que je suis trop vieux pour commencer à dessiner? Ouais, moi, c'en est une. Fait que là, tu sais, il va te parler super doucement. Puis, tu sais, c'est un des gars les plus sensibles et les plus drôles que je connais. Fait qu'il y a vraiment une intelligence émotive vraiment hot. Puis il est full beau en plus. Puis il te parle avec sa douce voix. Et il va faire des petites jokes à travers. Mais c'est un gars à suivre. Adam Duff. Des UFF, comme la bière de comme la bière d'un Simpson. OK. Donc, j'allais fusionner les deux noms. Marc Brunet et Adam Duff. Ouais, nice. Je vais aller voir ça. Checker ces gars-là sur YouTube, ils sont malades. J'en ai trouvé une couple aussi là, en faisant de la recherche de tutoriels. Je faisais une blague tantôt, mais il y a quand même des gens qui vont donner à l'univers des trucs absolument excellents, dont un gars qui donne des tutoriels de Procreate, mais en même temps, il fait des bases d'animation et de dessin. Comme là, j'ai commencé un tutoriel, il disait c'est toutes les formes autour de toi, tu peux pas les multiplier, mais les diviser en formes géométriques. C'est comme une base du dessin. Là, comme tu vois un verre, ben, ce verre-là, tu pourrais en faire un cylindre, puis si c'est une tasse, ben, ta tasse, une autre forme. Puis tu peux combiner des choses comme ça, puis à un moment donné, tu vas commencer à comprendre comment les choses sont composées. Et je me souviens jadis, quand j'avais fait mes premiers cours de Photoshop, puis je trouvais ça tough, là, au Photoshop. Puis la version qu'on avait à l'école où j'étudiais, c'était... On roulait sur les vieux Mac, là, OS 9, sur une version 6 de Photoshop. Je peux te dire que c'était pas très glamour. Et à un moment donné, à force de faire des exercices, ça s'est venu naturellement. Tu commences à faire des liens. Et il y a des progrès qui se font qui sont minimalement subtils, mais plus ça va, plus que tu peux les accumuler. Ouais. Et un des premiers outils dans Photoshop que je peux conseiller à tout le monde, c'est d'essayer d'apprendre le fameux pen, le pen tool, détourer des trucs, parce que ça, c'est super pratique si tu utilises ça dans d'autres logiciels aussi. Et inconsciemment, en entendant l'autobus sur la Rive-Sud, Charlotte, la Rive-Sud, j'ai détouré des trucs dans ma tête. Tu commences à comprendre comment le pen pourrait être utilisé pour détourer des formes que tu as l'impression que c'est impossible, parce qu'au départ, tu es plus porté à faire des lignes droites. Puis là, tu utilises les courbes, puis tu dis, OK, là, ce point-là d'ancrage, je vais le faire là, je peux le remettre là. Et ça se fait dans votre cerveau, que vous le sachiez ou pas. Tranquillement, vous allez faire comme n'importe quoi. Là, n'importe quelle chose que tu entreprends, c'est granulaire. Exact. Comme n'importe quel apprentissage, là, souvent, c'est très... Ça monte très tranquillement. Puis là, à un moment donné, hop, un petit gap. Puis là, ça continue. Là, hop. Yep. Puis après, tu peux abandonner. C'est ça. À un moment donné, tu te mets en boule, tu pleures. Puis tu te dis, mais ça a servi à rien, tout ça. C'est ça. Comme nos vies. Et d'ailleurs, en parlant de gens qui n'arrêtent pas puis qui ont du talent, on fait un lien avec le dessin. Ce jeudi 27 octobre, à la librairie Le Renard Perché dans Hochelaga,
Ça, c'est ton hood, Jake. Mhm. De 17h à 19h, il y a le lancement de l'intégrale de Hiver nucléaire de notre ami Cab. Cab, qui est une amie artiste, une autrice qui a fait des magnifiques livres. On a parlé de U-Town récemment aussi à l'émission. Elle a participé à des émissions spéciales aussi, des Mystérieux Étonnants. Et Hiver nucléaire, c'est comme sa grande trilogie. Il y avait 3 volumes qui étaient disponibles individuels au cours des dernières années chez Front Froid. Mais là, il lance un omnibus, si je peux dire, une intégrale. Ouais. Donc, ça se fait ce jeudi, 27 octobre, 17h, librairie Renard Perché. Bienvenue à toutes et à tous. Allez encourager Cab et la BD québécoise, ça vaut la peine. Moi, je vais y aller, puis en fait, j'ai vu le livre, Cab me l'a montré, puis elle a vraiment travaillé fort dessus. Là. Qu'est-ce qu'elle a modifié des trucs dans le dessin? Écoute, elle a plus que ça, elle a refait la couleur complète du Mhm. premier volume. Parce que les deux autres, mais c'était sur C'était similaire. Le premier était très qui la différent. gossait. Ouais. Ouais, puis fait qu'elle a refait la couleur complète et je crois qu'elle a changé la police de caractère pour tout le livre aussi. OK. Tu sais, elle a travaillé fort, là. Elle a vraiment rendu ça, là, spick and span. Spick and pan. Mais sinon, il y a d'autres Ouais, c'est activités ce mois-ci des mystérieuses. En fait, le mois d'Halloween tire à sa fin. Mine de rien, on est rendu presque à la dernière semaine d'octobre. Et cette semaine, aujourd'hui, on parle de Me You Love in the Dark, la bande dessinée d'aujourd'hui, le sujet de fin d'émission. Mercredi, on a une soirée Discord, bien sûr, avec notre ami Benji, qui va diffuser 2 films. Scary Story to Tell in Dark, c'est une anthologie, suivi d'une autre anthologie, Trick or Treat, dont je vais vous parler tantôt de l'adaptation de bande dessinée. Ça, c'est mercredi, 19h sur Discord. Jeudi, vous allez avoir un épisode de bifurcation disponible pour les membres Patreon. Et là, c'est l'annonce que je voulais faire. Je l'ai déjà faite sur les médias sociaux, mais si vous n'êtes pas au courant, on était supposé diffuser jeudi 27 une partie de Atmosphere en live sur notre plateforme avec la gang de Décideret. Je pense que c'est une des premières fois qu'on fait ça, mais on annule l'activité. Ça ne sera pas possible, malheureusement. Ce n'est que partie remise. J'en ai parlé avec Mathieu Niquette et on va se reprendre dans le futur, mais finalement, cette activité-là n'aura pas lieu. Vendredi, nous, c'est sûr qu'on enregistre notre spécial d'Halloween, mais les gens sur Discord vont avoir une soirée double feature. Friday 13, Jason Takes Manhattan. Spoilers, ça se passe vraiment pas à Manhattan. Il reste sur le bateau tout au long du film, puis les 20 dernières minutes, c'est dans les rues. Très mouillé, très sale, très punk de Manhattan. Celui de Christine. Samedi, il y a un marathon Halloween 2018, donc Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends, que j'ai vu par ailleurs récemment. Puis je trouve ça un heureux hasard parce que quand tu as fait la programmation, tu n'avais pas vu Halloween Ends. Non. Mais c'est très particulier que tu aies mis Christine la veille parce qu'il y a un gros hommage à Christine. Il y a tellement de liens à faire entre les deux, c'est assez incroyable. Tu as vu Halloween Ends? Ben oui. On pourrait peut-être en parler un peu sans spoiler parce qu'il vient de sortir en salle et en VOD, mais j'aimerais ça en parler un petit peu. Et dimanche 30 octobre, on a notre soirée lutte avec Kaiju Big Battle. Ça, je t'en ai parlé souvent, Jake, c'est les soirées qui viennent d'une gang, je pense, que de New York, qui faisait du théâtre, puis se sont lancés dans de la lutte professionnelle, ou amateur dans ce cas-ci, mais à thématique gros monstres qui se battent. Donc, ils vont créer des grosses plateformes de building dans l'arène, puis les monstres vont pitcher là-dessus, ils vont se battre avec les buildings, c'est complètement éclaté. Faut que j'écoute ça. Fait que si tu as à venir une fois au moins le dimanche pour écouter la lutte, ça serait cette fois-là. Mais le problème que j'ai avec toute la gang sur Discord, c'est que j'y trouve cave. Non, c'est pas vrai. Voyons donc, est-ce que tu sens avec ça? Non, c'est que c'est le dimanche. Puis moi, le dimanche, c'est comme un peu ma journée sacrée avec ma blonde parce que la semaine, on recommence avant. Fait que, tu sais, c'est notre journée qu'on est dans le divan, on se câline, on se suce, puis on écoute des séries, là. Fait que, voilà, je pense pas qu'elle serait choquée que je dise ça. Mais en tout cas, non, mais c'est tout le temps le premier show de quelqu'un, hein, c'est ça. Ben oui, fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas là. Je suis occupé ailleurs. Tu pourrais venir un petit 20 minutes avant ta session de suçage. C'est quand même 19h. Tu fais pas de quoi à 19h avec ta blonde? Ben oui, c'est direct l'heure du suçage. Ah bon? Non, mais c'est ça. Fait que... Non, mais tu sais, c'est ça. C'est parce qu'avant, on se fait à souper, puis on prend ça relax. Fait que c'est moi qui vous propose de faire ça mercredi à la place. Changer tout l'horaire pour moi. Non, ça ne marchera pas comme ça. Comme ça, je vais avoir le meilleur des deux mondes.
Non. Puis en même temps, moi, ça m'aide parce que le jeudi soir, j'ai réussi à combattre mon anxiété du lundi. AKA, ça me tente pas de rentrer à job grâce à la soirée de lutte parce que je l'attends avec impatience. Un bel événement où est-ce qu'on parle de plein d'affaires, pas juste de lutte, en fait. Mais là, je pense à voix haute, là. Mm-hmm. OK, on va faire ça. Là, j'ai pas consulté Simon. Ouais. Simon, je te l'annonce. On va faire un épisode sur Kaiju Big Battle à Terre Kaiju qui recommence en novembre. Nice. Dans pas long, ça. C'est dans pas long, c'est dans un mois. Mais non, pas. Un mois, c'est dans une semaine. Non, mais c'est pas le 1er novembre qu'on commence. On commence mi-novembre, mais l'épisode va être sûrement fin novembre. Mais en tout cas, bref, dans la saison 3 qui s'en vient, j'aimerais ça qu'on fasse ça là-dessus. Puis on se demandait qui inviter. Fait qu'on va sûrement inviter une spécialiste de la lutte. Une spécialiste de la lutte ou un spécialiste de la lutte? Une spécialiste. Que je connais. Je connais pas de spécialiste de lutte. Ben, peut-être que tu la connais pas. Je sais pas. OK. Bon, mais c'est quoi le lien avec Kaiju Big... OK, vous allez parler de Kaiju Big On va parler de ça parce que c'est la lutte et les Kaiju fusionnés ensemble. C'est le fun. On a déjà parlé souvent à Terre Kaiju qu'il fallait que j'agrandisse ma culture de lutte parce que c'est un univers qui me repousse, mais que je le sais que si j'embarque, je suis très prêt. Il y a tellement de liens avec les comic books quand tu commences à lire la lutte. Quand tu commences à écouter la lutte. Puis moi, je suis pas un pro. Là, souvent, le 3/4 du temps, je me souviens pas des storylines puis des noms des lutteurs et des lutteuses là, parce que je n'ai pas la mémoire des noms anyway. Là. Mais c'est fascinant parce qu'il y a comme un jeu avec le public, il y a un jeu avec l'industrie qui te regarde de l'extérieur. Il y a moyen de jouer avec eux, de leur faire accroire des affaires. Puis c'est là où le kayfabe, des fois, tu te demandes c'est-tu réel ce qui se passe ou c'est arrangé? C'est pas comme avant, là, c'est pas ils se battent pour vrai, c'est pas là qu'on est. Là. Mais c'est un milieu qui me fascine et que je respecte de plus en plus. Et je peux comprendre de l'extérieur pourquoi les gens sont un petit peu froids à l'idée de se lancer là-dedans, mais une fois que tu es embarqué, c'est assez incroyable. C'est arrivé souvent que moi, je download de la lutte durant la semaine parce que je savais que le dimanche, on n'allait pas écouter exactement la même affaire. Fait que j'ai du plaisir. J'ai du plaisir à le découvrir. D'ailleurs, c'est Gab, on va le mentionner, qui organise les soirées de lutte les dimanches. Donc, on le remercie. Et on remercie Benji qui fait les diffusions du mercredi et du samedi. Pierre-Luc qui a repris du service maintenant que son travail est terminé pour l'été. Hey, mon Jake, as-tu des affaires dont tu voulais nous parler cette semaine? Ben oui, vous rappelez-vous la semaine passée, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tu voulais piquer la nouvelle à Laurent, c'est ça? C'est ça, exactement. Je peux commencer par cette nouvelle-là, ou sinon je peux vous parler des films que j'ai écoutés durant la semaine. Vas-y avec la nouvelle à Laurent. Je pense que ça va y faire plaisir. Donc, la semaine dernière, c'était le fameux showcase de Silent Hill lancé par Konami. Hey, ça fait 2 ans. Plus que ça. Ça doit faire un genre de 4 ans qu'il y a des rumeurs sur Silent Hill. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau jeu? Puis là, il y avait plein de rumeurs weird, genre non, ça va être un text-based game. Puis là, non, ça va se passer au Japon. Puis là, non, c'est juste un film. Et bref, on attendait le showcase qui était diffusé sur YouTube. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au lieu de le diffuser live, ils l'ont juste uploadé one shot. C'est donc même bizarre. Ils n'ont même pas fait une première. Tu peux faire ça, une première. Non. Fait que tu te demandes, est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'ils ont décidé de faire ça de même? Ils ont décidé de faire ça de même. Probablement. Écoute, Konami a vécu des hauts et des bas, surtout des gros bas depuis que Hideo Kojima est parti. Puis il y a eu plein de scandales dans la compagnie sur comment ils traitaient leurs employés. Ils prenaient des producteurs qui n'avaient pas de projet, puis les faisaient travailler dans le gym. Ils calaient à l'intercom devant tout le monde s'il y avait des retards de 5 minutes. C'était très sain comme atmosphère, hein? Exact. Puis il paraît que depuis ce temps-là, il s'est fait un gros ménage chez Konami et que la compagnie a complètement switché de managing. Et bref, ça paraît parce que dans le showcase qu'on a vu de Konami, c'est vraiment du monde qui sont comme là, s'il vous plaît, là. On essaye de tout faire pour vous faire plaisir. Genre, on vous a écouté, là. Fait que, écoute, ils ont annoncé un paquet d'affaires. Ils ont annoncé genre 5 jeux. De Silent Hill? 5 nouvelles,
IP? 5 nouvelles de Silent Hill. 5 nouveaux projets, mettons. Parfait. Donc, on va commencer par celui qu'on s'attendait tous. Tu connais-tu la compagnie Bloober? Non, mais je connais un mot qui se ressemble à ça. Booger? Blooper. Non, t'es proche. Il y a un B là-dedans. En tout cas, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Moi, te l'écrire dans le chat personnel qu'on a tous les deux. Okay. Regardez ça un peu PG quand même. Ben oui. Fait que, Bloober, c'est eux autres qui ont fait... c'est eux autres qui ont fait The Medium, que j'ai pas joué, qui paraît qu'il est moyen, mais un jeu qui a eu beaucoup de reconnaissance de cette team-là, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est The Observer. Avec, Rutger Howard, celui qui fait Roy Batty dans Blade Runner. Ouais. Et aussi Hobo with a Shotgun. Sure. Puis c'est vraiment, tu sais, comme une espèce de suite philosophique spirituelle à Blade Runner. Fait que tu joues un dude qui est un espèce de détective qui cherche son fils à travers des... C'est vraiment un jeu d'observation très... je pourrais pas dire point and click parce que c'est pas ça la mécanique de jeu, mais c'est beaucoup d'observation, checker des indices, résoudre des énigmes. Mais c'est bon parce qu'il y a des jeux de cette trempe-là que des fois, je comprends l'intention, mais c'est fastidieux. Le game design est juste plate puis lourd. Bloober, ils ont des mixed reviews sur pas mal tous leurs jeux, sauf que celui-là, The Observer, tout le monde s'entend pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Okay. C'est cyberpunk comme atmosphère? Très, très, très cyberpunk. Les autres, attends, là, tu me dis que cette compagnie-là travaille donc sur un projet de Silent Hill. C'est pas Konami qui a créé tous leurs jeux. Ils ont réparti la job, finalement. C'est exactement ça. Donc, Bloober va s'occuper du remake de Silent Hill 2. C'était ça la grosse rumeur qu'on pensait qui allait arriver. On pensait que ça allait être un jeu original et pas un remake, parce que Bloober n'est pas reconnu pour faire des remakes nécessairement. Mais bref, c'est ça qu'ils font. Fait que il a sorti un beau trailer de tout ça. Tout le monde est content. Tout le monde est comme... Évidemment, il y a tout le temps du monde qui sont comme... Moi, je trouve que l'original il est parfait. Puis on il devrait pas fait toucher comme à ça. C'est sacré. Quel manque de... Comment ça, il y a des hobbits noirs? Ah non, excuse-moi, ça, c'est pas la bonne franchise. Fait que, bref, il y a du monde chiale, mais majoritairement, les gens sont contents. Je vais passer un petit peu plus rapidement pour les trois autres parce qu'on sait pratiquement rien. Est-ce qu'il y en a un dans la suite qui est vraiment une suite aux premiers, les premiers Silent Hill ou pas pantoute? C'est juste des genres de spin-off, des séries dérivées. C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que, premièrement, la présentation était malade. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'ils ont mis... Tu sais, ils se sont filmés sur un green screen, puis ils se sont mis dans la ville, Silent Hill. OK. Puis, tu sais, ils n'ont jamais adressé ça, là. C'était comme si tout ça, c'est normal. Mais c'était esthétique. Fait qu'ils sont là, puis c'est comme, bonjour, je viens vous parler du prochain jeu, mais tu sais, ils sont dans le brouillard avec genre, tu sais, un peu plus, puis il y a genre Pyramid Head derrière qui se promène. Puis ils ont changé d'environnement genre 3 fois dans la présentation. Tu vois ils se sont donnés, là. Ils ont vraiment, là, tu sais, fait comme là, faut pas que ça chie, là. Faut qu'on rallie le monde de notre bord. Moi, il y en a un qui m'intéresse beaucoup qui a été annoncé. Encore une fois, très mystérieux. On ne sait pas c'est quel genre de jeu. Étonnant. Ça s'appelle Silent Hill Townfall. Et le seul truc qu'on voit, c'est comme une petite radio qui parle, puis c'est un long zoom sur cette radio-là. Ouais, c'est une télé portative, en fait. Avec un exactement. Puis le dialogue, il est creepy as fuck. Ouais. Et ça m'a tout de suite interpellé. Mais c'est développé par le team No Code, qui je ne connaissais pas, qui ont fait un jeu qui s'appelle Stories Untold, puis ça, il paraît, Ben, que c'est notre shit. Et quel genre de shit, mettons? Ben, c'est comme... c'est des puzzles... Ben, il paraît que c'est génial. C'est des puzzle games, mais... Ah, man, tu sais, l'esthétique me faisait penser à Control ou à, tu sais, le genre de truc qu'on aime, là. Ouais. Genre Tweed Peak-esque, peut-être. Exactement. Tu sais, fait que c'est souvent, genre... C'est dur à comprendre parce que je checkais des screenshots puis des vidéos de let's play puis tu comprends pas ce que tu vois, c'est-à-dire que la caméra filme, mettons, une TV, puis là, sur cette TV-là, tu réponds à des trucs,
mais tout le monde dit que c'est genre un des plus grands jeux indie de tous les temps. OK. Fait que voyons voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Silent Hill. Là, on spécule que c'est peut-être dans la même veine, avec les mêmes mécaniques ou des mécaniques inspirées. Genre, mais Pas de on le détails. sait pas. Il n'y a pas de détails. Après ça, bon, fait que là, c'est l'annonce finalement du prochain film de Silent Hill réalisé par Christophe Gans qui avait fait le premier. Mhm. Que moi, j'ai bien aimé quand même. Il paraît que le premier est bon. Je ne l'ai jamais vu. Ça n'a jamais été dans ma liste. C'est que, tu sais, évidemment, les puristes de Silent Hill vont faire que, il a repris l'esthétique, mais il n'a pas catché l'histoire. Puis ça, c'est un peu vrai. De la même manière que, mettons, Zack Snyder a repris l'histoire de Watchmen, mais qui a mis une esthétique super badass. Puis t'es comme, ouais, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Il se l'a approprié, mais c'est pas exactement ça. Fait que là, c'est un peu l'inverse dans le cas de Silent Hill. C'est que l'esthétique est là, mais l'histoire, t'es comme, non, c'est pas vraiment à propos d'un culte satanique. Là. Ça, c'est comme... C'est de la bullshit un peu. Là. Mais bref, moi, j'avais bien aimé quand même. Puis c'est la musique du jeu original qui est dans le film. Puis juste ça change tout. Là, parce que la musique de Silent Hill, c'est assez extraordinaire. Fait que, bref, ils ont juste montré des storyboards. Puis ils ont dit un peu du... Ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. Puis tu sais, des phrases du genre, on va faire de quoi de neuf, mais en même temps, respecter les fans. Ouais. Ça veut rien dire. Dans les boutons qu'on sait qu'il faut appuyer, là. Puis, mais j'ai regardé le Ça, premier sur Amazon Prime pour les intéressés. J'ai regardé sur Just Watch. OK. Après ça, t'as un Silent Hill qui s'appelle Transmission, puis c'est juste des textos. Fait qu'aucune idée c'est quoi ça. Ouais, ça me tente. C'est-tu un vrai jeu qui va implémenter des textos dans le jeu? Est-ce que c'est juste une application de texte? On ne sait pas. Ouais. Mais évidemment, c'était des textos très creepy, genre « Oh non, elle est morte, mais il faut la sauver. » Quoi? Elle est morte? Genre. Ouais. J'aime ça quand le monde réagisse en exclamation en texto. « Oh mon Dieu! Pourquoi t'as pris ça? Pourquoi t'as pris le temps d'écrire « Oh mon Dieu! » Ouais, c'est ça. Ben, ça fait très Lovecraft, hein? Je les entends défoncer la porte. Ils sont en train de monter, oui. Cette innommable créature. Voyons, aidez-moi. L'horreur! 3 petits points. Ben là, regarde, Doom, il nous écrit que Stories Untold est en vente sur PSN pour un gros 3,37 en ce moment. Fait que je m'en vais acheter ça direct après Les Mystérieux. Et c'est ça que je vais faire dimanche. Au lieu d'écouter à la lutte? Avec ma blonde. Mais peut-être que ça pourrait pas les deux qui vont jouer sur le même joystick en même temps, j'ai l'impression. C'est ça, voilà. C'est ça. Je m'excuse pour la joke, je suis désolé, c'est vraiment pas... mais peut-être que je pourrais demander, ça t'intéresserait-tu de checker la lutte puis les kaiju? Je vois déjà sa face comme, hein? Elle doit te connaître un peu, là. Ça fait genre, 6 ans, vous êtes ensemble, 5 ans? T'aurais dû me voir, man, il parlait de Top Gun Maverick. Est-ce que ça a crissé, là? J'ai rarement vu une face de genre, pourquoi il me parle de ça? Jake, c'est parce que toi et moi, on partage le même enthousiasme pour Top Gun Maverick, mais tout au long de notre conversation très enjouée qu'on a eue à 2h du matin sur le film, je m'imaginais le monde qui nous regardait. Quelqu'un qui nous regardait de l'extérieur fait comme, vous êtes deux estis d'épais. Je peux imaginer que tu le vends ça comme le meilleur fucking shit ever. Oui. Puis, mais en même temps, tu le décris. Puis pendant que tu le décris, tu te rends compte que ça fait pas de sens. C'est ça. Pas que ça fait pas de sens, mais... Ça en fait pour nous autres. Ça fait pour nous autres, mais ça n'a pas de l'air hot comme c'est l'est pour vrai. Non, c'est ça. Puis tu sais, là, j'étais comme... Puis en plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas voulu tourner ça en CGI. Fait que tu sais, les jets, c'est les vrais, là, ce que tu vois, là. Puis comme, OK? Non, mais tu sais, puis en plus, pour vrai, là, c'est impressionnant, là, une machine, quand tu checks ça, là, tu sais, c'est assez grandiose. Hein? OK. Tu sais, je voyais dans ses yeux, genre, vite, j'espère qu'on va parler d'autres choses bientôt. Gab, elle a un petit chèque de tête aussi, puis d'épaule, quand tu dis de quoi, puis elle s'en crie, ça fait comme, Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, c'est quasiment un affront, genre. Ouais, genre, OK, genre, arrête, là. Ouais. OK. Ben, tu peux essayer, c'est toi.
Dis que c'est pour votre amour. Pourquoi je parlais de ça, mon Dieu? Parce qu'on parlait de texto, whatever. Donc, le dernier jeu qui est annoncé de Silent Hill, ils ont gardé ça pour la toute fin, évidemment, dans le bar de Silent Hill avec plein de fumée, ils ont annoncé ça. C'est Silent Hill F. Donc, est-ce que F, c'est pour 5? Parce qu'on s'entend qu'après le 4, la chronologie, la numérologie des jeux a arrêté. Ouais. Ils ont commencé juste à mettre des sous-titres, mais il n'y a jamais eu de Silent Hill 5. Est-ce que c'est pour ça? On sait que ça prend place au Japon. Okay. Puis il y a des fleurs partout. Fait que est-ce que le F est pour Flowers? Peut-être aussi. Peut-être. Mais c'est celui qui a de l'air le plus intéressant visuellement et c'est une histoire originale. Ça n'a pas de l'air d'un spin-off un peu comme les autres. Les autres ont l'air des mini-games ou des jeux inspirés d'eux. Là. Exact. Celui-là, ça a l'air vraiment d'une nouvelle création. Visuellement, c'est magnifique. Rendre les fleurs creepy, c'est superbe. Puis ça a été écrit, puis ça, c'est ça, les fans capotés, là, moi, je ne connais pas ça. Là. Ça a été écrit par Ryukishi07. Il s'appelle de même. OK. Ryukishi07. Puis ça, il paraît que c'est un gars qui faisait des genres de... comment ça s'appelle, ça, au Japon? Des genres de light novels. Tu sais, c'est comme des radioromans, dans le fond. Okay. Mais il mettait du visuel là-dessus. Puis en tout cas, ben weird. Puis, il paraît que c'est extraordinaire. Moi, j'ai juste googlé son nom, j'ai vu le visuel, puis c'est très l'esthétique que moi, je déteste là, des mangas. C'est-à-dire petite Lolita avec des gros yeux. Ah, c'est ça. Toutes les petites filles, on dirait qu'ils ont 7 ans. Là, ouais, ça m'écoeure. Il paraît que c'est extraordinaire, puis tous les fans sont comme « Man, ça fit tellement que ce gars-là, il écrive Silent Hill! » Puis t'es comme « Tabarnak, je suis pas capable de le voir. Mais je vais faire des recherches et je vais vous revenir là-dessus. Avec un grand dossier. Mais Jake, tu dirais que c'est le jeu qui est vraiment le gros opus Silent Hill du lot que tu nous as mentionné, à part le remake. Mais là, c'est un remake. C'est les deux grosses affaires, ouais. Parfait. Le film, on savait que ça en venait. Mais là, ce qui est drôle, puis on n'est pas obligé d'en parler là, on peut prendre une petite pause, mais juste avant, je vais faire une préface à ma prochaine nouvelle. Ah, bon. Ce qui est drôle, c'est que Silent Hill a été créé en réaction à un autre jeu. Un autre jeu qui a eu tellement de succès. Est-ce que c'est Resident Evil? Qui était Resident Evil. Fait que Silent Hill, ça a toujours été comme le petit frère de Resident Evil. Tu sais, le petit frère qui est plus intelligent, mais qui pogne moins. Là. Ouais. Hey, moi aussi, je peux être tes parents, là. Hey. Ben, c'est ça, c'est plus comme genre, moi je sais la définition de la peur, c'est en fait quand on est hey, checkez-moi, je tue des zombies! Puis là, oh ouais, il est cool! Checkez-moi les zombies! C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est Resident Evil qui a tout le temps volé la vedette, qui a tout le temps fait full de cash, qui a tout le temps genre été genre number one. Et Silent Hill a tout le temps été le petit frère qui est comme vraiment brillant, mais que tout le monde préfère checker l'autre. Puis là, juste après le showcase de Silent Hill, 2 jours après, de Resident qui est comme « Checkez ça! » Puis ils font un showcase de Resident. Ils volent complètement la vedette. Les petits. Plus personne sur Twitch ou sur YouTube parle de Silent Hill. Tout le monde parle de Resident. Fait que voilà. C'est comme dans les Simpsons quand Lisa travaille pour essayer de créer une Barbie qui a l'air qui est plus intéressante pour les jeunes filles. Puis là, Malibu Stacy, qui est comme la Barbie de l'univers des Simpsons, sort un nouveau modèle, mais avec un nouveau chapeau. Puis là, tout le monde dit « Un nouveau chapeau! » Ils se garochent au C'est exactement ça. Moi, je capote sur Resident Evil, fait que j'étais super content. Puis, en fait, je peux le faire là parce que c'est vraiment pas long. Là, mais en gros, ils ont dévoilé un DLC pour Resident Village. Un nouveau jeu qui s'appelle Resident Evil Verse, qui est un espèce de multiplayer Battle Royale online. Et on avait déjà vu un trailer, mais ils ont sorti 10 minutes de gameplay et un nouveau trailer pour le remake de Resident 4. Et, ils vont tout les faire. Moi, sauf peut-être le Reverse qui m'intéresse pas parce que jouer online, c'est pas trop mon truc. Non plus. Moi, tout acheté. Moi, tout acheté ça. Ils sont sur Xbox, les remakes? Oui. Ok, moi, checker ça, ouais. Hey, tu parlais de fleurs creepy, puis la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je me souviens plus, tu as parlé de la BD de chat de Junji Ito.
Oui. Cat's Diary, une affaire comme Oui, ça. exactement. J'étais allé voir des images, puis tu sais, contrairement à ses autres albums, c'est un truc qui est plus intimiste, c'est lui, sa femme et ses chats. Ouais. Mais c'est vrai que quand les chats boilent, Ouais. c'est la chose la plus fucking terrifiante ever. On dirait des créatures qui bouffent ton âme et s'en délectent. Puis ils se cachent pas, là. Ils sont comme... Ah oui. C'est tellement drôle. C'est peurant, là. Je sais pas comment il fait, mais c'est... Ils ont l'air mesquins. C'est Les tout chats ont l'air petit, mesquins. hein, ce manga-là. C'est pas comme un gros volume, là. C'est tout petit. Je pense que ça coûte genre 12$. Là. Fait que pognez-le si vous tripez sur Junji Ito ou sur les chats. Vous allez vraiment triper. Hein. C'est une bonne zone. En parlant de trucs sur lesquels on trippe, veux-tu que je te donne des nouvelles de DC Comics? Ou plutôt le DCU, Jake? Let's go, my friend. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas si mes nouvelles sur l'univers du divertissement ou du cinéma vous énervent, mais moi, j'aime bien ça, regarder ce qui se passe dans les rouages, puis comprendre comment l'industrie bouge. Puis comme n'importe quelle industrie, c'est de la mimique. On va imiter des recettes, on va essayer de s'y approprier, puis là, on est dans un milieu qui est extrêmement compétitif, où l'attention est littéralement une monnaie, hein, on le sait. Mais nous, en tant que consommateurs, on a de la misère à trouver où mettre notre tête et notre temps. Et je vais être content. En fait, Laurent va être content parce que je vais parler de DC Comics et je vais en parler pendant qu'il n'est pas là. Donc, DC Comics, il y avait un président qui s'appelait Walter Hamada. J'en ai déjà parlé à l'émission une couple de fois. C'est lui qui était à la tête de DC Films pour Warner Discovery depuis plusieurs années. Et vous le savez sans doute, Hamada était sur le siège éjectable, puis sa situation était même publique, là, parce que le président directeur général de Warner Brothers Discovery, David Salav, qui n'a pas l'air à faire des décisions qui font de l'unanimité, parlait ouvertement qu'il voulait le remplacer par une espèce de figure qui pourrait faire office d'un Kevin Feige pour le DCU, d'essayer d'écrire un univers qui est consensuel. Ce que DC avait déjà fait ou essayé de faire par le passé. Et là, Hamada, qui, disons, avait ouvertement critiqué la cancellation du film de Batgirl qui avait été fait pour HBO Max, il a fini par quitter. Hein, il avait rentré dans ses fonctions en 2018. Son contrat avait été renouvelé pour 2 ans en 2021. Puis là, il s'est dit, tu sais, on fait pas vraiment partie de l'équipe si on parle de me crisser dehors. Fait que finalement, ils sont en train de finaliser ça, comme c'est un genre de bris de contrat, monétairement, comment il va être récompensé ou plus dédommagé. C'est normal. À ce niveau-là, dans ces positions-là, habituellement, tu es dédommagé quand il y a un genre de bris de contrat. Mais c'est fini. Il a montré assez peu subtilement la porte par Salva, pardon. Et donc, il a quitté. Et voilà. Sinon, pour DCU, il y a James Gunn qui, selon THR, est en train de travailler sur un nouveau film pour DCU qui n'est pas Suicide Squad. On n'en sait pas plus. Moi, j'avais bien aimé de Suicide Squad de James Gunn. Je trouvais que Suicide Squad, le premier, était plutôt mauvais, était une piètre copie de Guardian of the Galaxy que James Gunn avait faite pour Marvel. Ouais. Mais il est en train de travailler sur un nouveau projet. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi non plus l'avenir de Suicide Squad du côté du DCU. Ici même, James Gunn, il va être rattaché. Mais ce qui est l'excellente nouvelle, c'est que James Gunn et la série Peacemaker est toujours en branle pour une 2e saison. Moi, j'avais adoré. Je ne sais pas si tu as vu la première, Jake. J'ai pas écouté ça. Il paraît que c'est bien bon. C'est bien bon, c'est révérencieux. Ça ressemble beaucoup au style de James Gunn, aussi le style qu'il avait mis de l'avant dans Suicide Squad. Donc, malgré tous les bouleversements du côté de Warner Brothers Discovery, depuis la fusion de Warner Brothers et de Discovery, le titre le dit, ça, c'est encore en place. Il y a bien des affaires qui avaient été cannées, qui avaient été tassées, dont le Caped Crusader de Batman qui se cherche un diffuseur encore. Là. Ça, c'est complètement... Ça me fait halluciner que ce projet-là ait été mis de côté. Ouais. C'est un crime contre l'humanité. On parle de la série d'animation par Bruce Timm. Exactement, un créateur ou un des créateurs de la Batman Animated Series qui existe, qui a été lancé dans les années 90 puis à laquelle on fait tout le temps référence. Là. C'est un immanquable. Ça a été produit, là, ils cherchent un diffuseur pour l'instant. C'était supposé être HBO Max. Ça ne le sera pas pour une raison que je ne comprends pas. En même temps, on n'est pas dans les rouages. Mais une chose est certaine, c'est que Peacemaker, lui, est encore en branle. 2e saison va s'en venir éventuellement. Mais ouais, je te le conseille. C'est pas trop long non plus comme série. Et tu vas voir, l'acteur principal de la série, John Cena, c'est un lutteur. Ouais. Non, faire un lien avec la lutte, encore une fois. Ben oui, puis Black Adam aussi. Black Adams, ben oui, c'est vrai, t'as raison. C'est The Rock. The Rock, paraît que les critiques sont 50-50. Il y a du monde qui trippe, il y a du monde qui sont pas très... Le film est sorti, là, c'était au courant du week-end, mais je pense pas que m'aller au cinéma pour voir ça.
Non, non plus. Non. Ben déjà, il y a Black Panther qui s'en vient, puis j'oublie tout le temps que Black Panther 2 s'en vient, à la fin du mois de novembre. Les trailers sont bons de Black Panther. Oui. Il y a une charge émotive. Je sais, le deuil mais je vais attendre dans un mois, il va être sur Disney+, là, après. Là, fait que ça va être correct. C'est ça. Mais non, je vais peut-être me taper Peacemaker, mais il y a une autre série que tu m'avais parlé. Puis, parce que hier, je suis allé chez Simon, puis on écoutait Chucky 2. Oui. C'est-à-dire Child's Play 2. Yes. Ouais. Qui pas super. J'ai pas trippé, mais j'avais juste ta voix en tête qui me répétait, mais la série télé. La série, Jake. Puis la série télé, c'était sur Prime? C'était sur quoi, ça? La série télé était sur iTunes.videotron.com. Malheureusement, au Canada, il n'y a aucune place où tu peux l'acheter même. Tu peux pas l'acheter à ma connaissance. Tu peux pas l'acheter sur le store de Apple. Elle est disponible nulle part. Fait que, tu sais, j'étais prêt là, à le faire. Je vais dépenser de l'argent pour l'acheter. Je ne l'ai pas trouvé. Elle était disponible sur Global, mais Global, il y a certains contenus qu'il faut que tu aies le câble pour avoir accès au terminal de certaines émissions. Il y en a d'autres qui sont ouvertes et qui sont gratuites. Celle-là, malheureusement, il faut être abonné au câble. Fait que devant ce mur, je l'ai downloadé. Donc, c'est sur iTunes.videotron.com, mais c'est excellent. On m'a dit que la deuxième saison était tout aussi bonne. Ça se passe tout de suite après la première. Et moi, je ne suis pas un grand fan de Chucky, donc je ne connais pas le verse de Chucky au grand complet, mais j'en connais assez pour trouver mon compte. Puis l'univers au complet est représenté dans la première saison. J'ai hâte de voir pour la deuxième. On apprend un peu plus sur l'origine du tueur en série qui est derrière la personnalité de Chucky. Qui est un sorcier voodoo encore? Non, c'est pas... Ben, en fait, c'est la suite de The Cult of Chucky. On suit vraiment les films. C'est The Cult of Chucky qui est le dernier. Et là, la série se passe... C'est comme si c'était un gros film... C'est comme si c'était un Chucky 6 ou Child's Play 6. Au lieu d'en faire une série ou d'en faire un film, on en a fait une série. Mais Cult of Chucky, c'est un reboot. Non, Cult of Chucky, c'est dans la continuité. C'est en fait la même équipe de producteurs / des fois scénaristes qui travaillent sur les Chucky depuis les années 80. Okay. Donc, je pense que c'est ce qui fait que malgré le fait que certains films sont plus wacky que d'autres, là, on s'entend qu'après le 2, ça devient plus humoristique qu'autre chose, il y a quand même une consistance dans la franchise de Chucky. Puis moi, regarde, finalement, juste une petite poupée qui marche, là, ce qui me suffit pour être effrayé. Mais tout ça se culmine finalement dans la série Chucky. Okay. Une télésérie. Une télésérie que j'en avais parlé à l'émission jadis, mais très LGBTQ-friendly, très sanglante. L'humour noir est présent. Ils prennent des choix assez audacieux pour de la télévision. Il y a des kills qui sont incroyables. Puis artistiquement, la série comme telle, elle est très, très belle. Donc, je vous la conseille fortement. Et ce que je voulais rajouter, c'est que si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Chucky ou si vous voulez en apprendre un peu plus, moi, je suis une chaîne qui s'appelle CZ World, où la série qui fait le gars, c'est Things You Missed. C'est à propos de films d'horreur et des clins d'œil, des Easter eggs, des choses qui ont été cachées dans des films. Et il fait ce qu'on appelle des breakdowns. Donc, il va analyser des films au complet, des franchises au complet. Et il a analysé la première saison de Chucky. Et ma foi, là, si vous êtes un Chucky-phile, c'est vraiment quelqu'un qui tripe sur Chucky, il y a des affaires là-dedans là, qui font allusion au grand canon des films de Chucky. C'est fantastique. Allez vous taper la série, allez vous taper Things You Missed, puis vous allez voir votre fixe de films d'Halloween et de Chucky Child's Play pour un bon bout de temps. Cool. Avant d'écouter à deux. Okay. Vas-y donc, mon Jake. Ben, on reste là-dedans parce que je vais vous parler de mes films que j'ai écoutés, que je continue. Un film d'horreur par jour durant le mois d'octobre. T'es-tu à jour? T'as-tu te fait tes... J'ai jamais skippé une journée. Wow! Même quand j'étais au Comic-Con, je me suis tapé 2 films dans la chambre d'hôtel. Ouais. Donc... Un peu les soirées qu'on avait, hein? Non, mais en même temps, j'aime ça, moi. C'est comme un défi, mais en même temps, c'est le fun. Puis en plus, je check les courts-métrages de Space. Fait que, ah oui, tu pourras nous en parler tantôt, si tu veux, là, pour ton expérience à date d'être juriste sur c'est incroyable. Donc, je vais commencer. Écoute, là, c'est ça. C'est que ma définition de l'horreur s'élargit de plus en plus. Parce que je peux rentrer aussi les documentaires là-dedans. Sure, je peux rentrer la science-fiction si elle a un côté horreur un peu. Comme Alien. Exactement. Fait que tu sais, c'est pas juste des films sur Shudder, mettons. Mais je vais quand même vous parler d'un film sur Shudder que j'ai écouté. qui est incroyable. Ah, tu m'en as parlé, Stream of the Dead, c'est ça? Exactement. S'il y en a un à retenir dans toute la liste, là, c'est celui-là. Donc, ça s'appelle Deadstream. C'est sur Shudder.
C'est réalisé par Joseph Winter et Vanessa Winter. C'est un couple. Il y a juste 2 personnages dans le film. C'est l'idée d'un YouTuber qui est vraiment laid et gossant, qui se fait cancelled, et que là, il revient et pour booster sa plateforme de streaming. Lui, dans le fond, c'est un genre de jackass. Là. Il fait des défis caves. Il va voir des polices, il les envoie chier, puis après ça, il se sauve. Il se fait embarrer d'un coffre de char pour passer la frontière Mexique-États-Unis. Tu sais, genre. La crème de la société. Exact. Puis là, son défi, c'est que lui, dans le fond, sa plus grande peur, c'est un peu la même que toi, c'est les fantômes. C'est pas ma plus grande peur, mais je suis curieux par les fantômes. J'ai une curiosité pour les fantômes. Donc, il se fait enfermer dans une maison hantée. Il faut qu'il dorme là pendant une nuit complète. Et il y a une règle, une seule règle, c'est si il voit de quoi de weird, faut qu'il aille check it out. Faut qu'il aille voir c'est quoi. OK. Donc, il n'a pas le droit de se cacher puis de se mettre en dessous des couvertes pendant la nuit au complet. Genre, ce que moi, je fais quand je me réveille la nuit, j'entends de quoi, puis j'ai envie de pisser, je fais « Oh, ouais, correct. » Fait que si le pitch vous parle pas trop, parce que moi, au début, c'était ça. J'étais comme « je suis YouTuber d'une maison hantée, je sais pas, là. » Faut vraiment y donner une chance, parce que ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est l'acteur qui est Joseph Winter. Man, c'est comme un mix entre... J'arrête pas de penser à ça, là, mais c'est penser à genre Blair Witch Project mixé avec Luigi's Mansion. Ouais. Genre, pauvre gars. C'est juste que c'est comme un peu comme Luigi, genre, tout il fait peur. Okay. Tout le fait bad tripper. Genre, il y a zéro fun là. Puis il fait quasiment pitié, là. Et évidemment, ben, c'est ça, c'est que dans la maison, il commence à se passer des hantises. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Est-ce que c'est arrangé par YouTube? Est-ce qu'à un moment donné, il perd le contrôle? Est-ce que tout ça? Et ça finit genre que c'est... Tu sais, je pense que ce film-là, c'est une lettre d'amour aux maisons hantées. Là. OK. Les vraies maisons hantées? Autant les vraies que les cheap, parce que ça finit comme... un tour dans une maison hantée cheap. Là, mais je dis ça, mais c'est vraiment dans le bon sens. C'est vraiment dans le sens de l'hommage. Là, fait que c'est du gros fun. Moi, je l'ai écouté seul un soir. En travaillant, j'ai pas été capable de travailler. J'ai juste comme écouté le film, je capotais. Puis le lendemain, j'en ai parlé à ma blonde. Puis elle était comme « Ah, on l'écoute à soir. » Fait que je me l'ai tapé deux fois de fil. Là. Puis je le recommande là, pour l'Halloween, c'est parfait, c'est le party movie qu'il vous faut. Même tout seul, c'est le fun. Il y a des films comme j'en ai même pas entendu parler nulle part de ce film. Depuis que tu m'en as parlé, là, j'ai des pubs sur Instagram là, de Shudder là, qui m'arrêtent pas de me dire je t'ai observé, fait que peux-tu t'abonner? Mais je pense que je l'ai écouté genre la journée qui est sorti, ou sinon il est sorti la veille. Là, okay. Il vient de sortir. Fait que allez checker ça. Deadstream, c'est incroyable. Je peux te dire ce que moi j'ai écouté? On va alterner. Parce que j'avais pas cette intention-là de partager les films que j'ai écoutés, mais récemment, mercredi dernier, plug au Discord des Mystérieux Étonnants. Shout-out au Discord, on va ramener ça, regarde. Shout-out au Discord. On a écouté 2 films, mais le deuxième, c'était Poltergeist, le film de Toby Hopper. Classique. J'aime beaucoup ce film-là. Mais j'avais jamais vu le 2. J'avais jamais vu le 3. Et le 2 et le 3 seulement, même pas le 1. Le 2 et le 3 sont sur Tubi, le site le genre de Netflix où tu as de la pub, puis tu peux écouter beaucoup de crap, mais beaucoup de bonnes choses aussi. Oui. Et j'ai écouté les 2, puis c'est pas si pire. J'ai aimé ça. Il manque un peu le côté émerveillement que le premier te procure, puis on répète beaucoup de points forts du premier film dans une nouvelle structure, là, mais c'est pas si pire. Des trucs qui se font plus aujourd'hui, là. La représentation des Premières Nations des États-Unis, disons, laisse à désirer. Là. Mais sinon, en soi, c'est quand même pas pire. Puis on va un peu élargir la mythologie. Puis après, j'ai écouté le 3, qui est moins bon, bien sûr, que le 2, qui est encore moins bon que le premier. Mais encore une fois, qui m'a plu, j'ai trouvé ça pas si pire que ça. Moi, j'ai pas de souvenir du 2, mais le 3, je l'ai vu quand j'étais enfant. Et il n'y a pas un monsieur grand avec des dents très épeurantes. Ouais, ça, c'est le personnage du révérend qu'on trouve, en fait, dont on apprend l'origine dans le deuxième. Parce que dans le deuxième, regarde, le film est sorti il y a genre 30 ans de ça. Là, mais dans le deuxième, tu sais,
on s'aperçoit que non seulement la maison du premier était construite sur un cimetière pour lequel ils n'ont pas déplacé les corps, mais il y avait aussi un culte de la Californie qui opérait dans ces endroits-là. C'est un lieu de sacrifice. Et comme la jeune, je pense que c'est Anne son nom, la jeune enfant qui est la vedette des 3 films, est née dans cette maison-là et que dans cette famille, ils ont des pouvoirs de genre médiumniques. Elle a un lien avec les esprits qui habitent l'espace. Donc, on revient éventuellement sur les lieux de la première maison, dans le 2. Et on a ce personnage-là qui est fucking creepy. Et il revient dans le 3. C'est un genre d'antagoniste qu'on amène dans le 2 puis qui revient aussi dans le 3. Ah, OK. Ouais. Fait qu'il est là dans le 2. Fait que c'est peut-être des souvenirs du 2 que j'ai de voir. Il y a un lien avec Alien parce que l'acteur principal, parce que les parents de la petite ne sont pas là dans le 2, c'est sa belle famille, là, c'est son oncle et sa tante, est joué par l'acteur qui jouait le capitaine dans Alien. Et la mère, c'est la fille dans Robocop. Fait que c'est comme un drôle de casting, mais c'est les... Je sais pas si tu vois, là. Je te vois réfléchir. Ah, OK. Parce que quand tu as dit la fille, je pensais comme une petite fille. Non. Okay. Non. Ben oui, c'est Louis. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Ça fait que c'est super. C'est surtout B, fait que ça veut tente. Je veux dire, c'est pas du grand cinéma, mais ça comble un petit fixe. 2B, man, c'est fucking awesome. Ah, pour vrai, oui. Il y a la crap, mais c'est le fun. Oui, il y a de la pub. On s'en calisse. C'est pas grave. C'est gratis. C'est ça. Il y a plein d'affaires. Il y a des affaires qui sont nice. Il y a l'exercice en ce moment, il est dessus. Oui. Puis genre, tu tripes ces kaiju. Il y a full de Godzilla là-dessus. Il y a full de Power Rangers. Il y a full d'animés japonais qui sont impossibles à trouver ailleurs. C'est hot en crise. 2B, c'est l'équivalent d'écouter de la télé dans les années 90 puis tomber sur des affaires que tu savais pas qu'elles allaient jouer. Exactement. Puis il y avait cette découverte-là quand on est des vieux. Là, on tombait sur des affaires. Ah, wow, c'est quoi cette affaire-là? Puis des fois, tu manquais le début, des fois, tu manquais la fin. Ou tu savais pas que ça allait jouer. C'est ça, en fait, 2B. C'est une genre de bibliothèque d'affaires que tu sais même pas qu'il existe. La manière que j'ai découvert Guillermo del Toro, c'était à Télé-Québec. Et c'est Nathalie Petrovski qui animait, qui présentait le film. Était-tu en crise? Et elle présentait... non, elle était bonne. Elle présentait L'échine du diable, Devil's Backbone. Oh, c'est un bon film. Puis elle dit, si le film d'horreur est un art, Guillermo del Toro est un poète. Puis j'ai fait, holy shit! J'ai pogné une cassette VHS random. Le mariage de tes parents. Ouais, c'est ça. Le mariage, Sylvie Denis. Naissance, Jean-Philippe. J'ai mis ça, puis je l'ai enregistré. Et c'est un peu ça, le côté, genre, j'aurais jamais pu tomber là-dessus par moi-même. Fait que 2B, il y a plein de petites perles sur cette plateforme-là. Allez checker ça. Puis ils ont du streaming en direct aussi. Fait que quand je vous dis, vous pouvez tomber aussi sur des affaires à mi-chemin, il y a des chaînes qui diffusent en continu, puis vous pouvez tomber sur des films comme ça aussi. Ça, j'aime ça. Shudder fait ça et tout. Là, il y a comme 3 postes. Ouais, j'aime ça. Là, tu cliques dessus, là, puis peu importe c'est quoi qui joue. Tu fais que, je pense que c'est des fonctions pour des vieux monsieur comme nous autres, Jake. Oui, c'est clair. C'est vraiment juste fait nous pour autres nous qui utilisent ça. Ah oui, pogner un film du milieu, comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps. À TQS. Tous les kids sont comme, pourquoi tu voudrais ça? Dans une maison de ben weird. OK, mon Jake. Qu'est-ce que tu avais d'autre dans ta suite de films? God. Écoute, j'ai 2 séries télé Netflix de science-fiction, mais qui a une grosse base d'horreur là-dedans. Évidemment, j'ai écouté Cyberpunk Edge Runners. C'est-tu bon? On n'arrête pas de me poser la question. Incroyable. Moi, j'ai pas joué au jeu, puis même que j'avais un petit... J'étais pas turn-on par le jeu. Il t'attirait pas. Il m'attirait pas. Pourtant, tout est là. Parce qu'il était buggé. Pour toi? Ouais. Ben, justement, j'étais un fan de Cyberpunk, mais là, je trouvais que c'était plus cyberclubbing comme esthétique. Puis j'étais comme, t'attends 3 heures devant un building, tu payes trop cher, ton Roman Coke est dilué. C'est ça, le Cyberpunk. C'est ça. La musique Puis, est trop on forte. va danser sur du dance. Puis je suis comme, pour moi, c'est pas ça, du Cyberpunk. On est loin en esti. Fait que ça m'a jamais tenté. C'est un univers dans lequel ça a l'air le fun, vivre dedans, il fait beau, tout est coloré. Puis je suis comme, non, c'est pas pour moi. Finalement, j'ai jamais joué. En plus, il y avait comme plein de bugs au début du jeu. Il paraît que là, tout est réglé. Mais bref, je me suis tapé la série télé parce que c'est un studio d'animation que j'avais commencé à suivre il y a une couple d'années. J'ai été on et off le projet, mais c'est un studio qui était très prometteur parce que c'est les anciens de Gainax qui ont produit Evangelion.
Puis il avait fait Gurren Lagann qui m'avait bien gros fait capoter. Puis ils ont un style très frénétique, très dynamique. C'est quoi la toune d'Evangelion déjà? Exactement, c'est celle-là. Puis, fait que je me suis essayé. Puis j'ai capoté. C'est 10 épisodes de genre une demi-heure. OK. Fait que, ça se tape en genre 2-3 soirs. Là. Très vite, oui. Puis j'ai trouvé ça malade. Ça m'a surpris. C'était techniquement, c'est magnifique. C'est l'affaire la plus gore et brutale qu'ils ont faite. Mais c'est l'histoire qui m'a pogné. Puis quand on dit cyberclubbing, eux autres, ils ont ramené ça. Évidemment, l'esthétique est très colorée, mais ils ont ramené ça aux origines du genre cyberpunk. Ça a l'air fucking tough vivre dans ce monde-là. Ben oui, ça a pas l'air d'être fun. Fait que, puis ils l'ont vraiment ramené à un niveau humain. Là, en tant qu'individu, tu vis là-dedans, puis man, tout le système est contre toi. C'est vraiment de la merde de vivre là-dedans. Et tu te rends compte que un monde de crime, ben, dans le fond, c'est une bouée de sauvetage. Parce que sinon, tu n'as pas de sortie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme la vie. Exact. Puis pour vrai, le scénario m'a surpris. C'est le genre de truc. Tu rencontres un héros, il fait partie d'une nouvelle gang, tu as l'impression que c'est un template, là, que tu es comme, OK, il va se passer ça. Et pas du tout. Ça traite beaucoup aussi de psychose, de cyberpsychose, parce que ces implants-là peuvent créer des addictions puis te dérèglent le cerveau un peu. Fait qu'il y a beaucoup de c'est un sous-propos là, qui est dans les addicts, l'addiction, l'alcoolisme. Exactement. Fait que ça m'a vraiment surpris de faire que, OK, c'est mature, là, pas juste parce qu'il y a des boules puis du sang. Là, c'est dans les thèmes. Donc, je vous le conseille. Puis, pour vrai, ça m'a donné le goût de jouer au jeu. Puis après ça, j'ai checké, puis ils ont sorti une patch suite à l'animé parce que l'animé a donné un deuxième souffle au jeu vidéo. Ouais, il est sorti soit en même temps ou pas longtemps après la grosse mise à jour qui a réglé plein de problèmes. Là. Surtout sur les consoles de nouvelle génération. Là. Je sais que ça rush encore sur les vieilles, mais... Puis c'est quand tu finis l'animé, tu fais que... J'ai envie de jouer. J'ai envie d'explorer. Ouais, OK, je veux aller péter à gueule à lui. Là. OK. Puis c'est qu'il y a l'univers est le même. Fait que les quartiers, c'est les mêmes, les ennemis, c'est les mêmes. Toi, t'as pas encore ton PlayStation 5 puis ton Xbox. Non. Mais tu peux mettre la main sur un Xbox, ça te tente. Ils sont plus faciles à obtenir que la PS5. Mais ça te tente pas. Moi, j'attends. Je suis pas pressé. T'es pas pressé? Je game pas assez pour que... Je vais attendre... Quand le PlayStation 5 est sorti, je suis comme... Bon, on va attendre un genre de 2-3 ans, le temps qu'il descende de prix, finalement. Il augmente. Ben, pis tu sais, personne n'a un. 2 ans plus tard, c'est du jamais vu. Débile. Fait que je verrai, mais je suis pas pressé du tout. Veux-tu que je te donne, moi, mon truc pour avoir mon fixe de Cyberpunk? Yeah. C'est très exclusif. Attention à la maison, approchez vos oreilles de vos enseignes ou augmentez le son sur votre balado. On t'entend prendre ta pipe. CBD Evangelis. CBD plus Evangelis. Ouais. Ça, c'est hot. Ouais. Première trame sonore là, du premier Blade Runner. Là. Ouais. Ben CBD. Elle fun. Aime ça. Ah ouais. Ben, ton décor fait un peu cyberpunk en ce moment. Là. Ben, c'est des lumières d'Halloween que j'ai. Ben oui, c'est ça. Mais je les laisse allumer quand je travaille, puis ça me met dans le mood, puis je ferme toutes les lumières. Fait que quand j'ai un collègue qui m'appelle sur Teams, il est comme tout le temps surpris sur le coup. Mais oui, Evangelis, my God, quel compositeur incroyable. Ouais, on a perdu. On a quitté cette année. Hein. Je sais. Les meilleurs partent. Donc, je continue rapidement. Une autre série de science-fiction sur Netflix que j'ai capoté, que personne n'a vu. Il n'y a pas de review de tout ça, c'est rare quand même. Ça s'appelle Exception. C'est produit par Netflix, une série d'animation. Il y a un gros débat depuis une couple d'années sur le CGI qui remplace l'animation 2D. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Ouais. Blade Runner, Edge Runners est complètement 2D, à part peut-être des véhicules, une fois de temps en temps, qui sont faits en CGI. Ici, c'est du CGI, mais qui n'essaye pas d'imiter le 2D. Okay. Donc, il y a une esthétique très particulière. C'est comme presque...
Mon Dieu, que c'est dur à définir, mais c'est très pastel, c'est très... ah, le character designer, c'est Yoshitaka Amano qui a fait les designs pour Final Fantasy. Puis tu sais, il y a un côté très élégant, très doux, très pastel. Donc, c'est lui qui a starté ça. Qui a fait le design des personnages, pardon. Rappelle le titre, excuse-moi, je l'ai mal entendu quand tu l'as dit. Exception. Sur Netflix. Et encore là, 10 épisodes. Puis c'est de la sci-fi d'horreur. Le concept, dans le fond, c'est que l'humain quitte la Terre pour terraformer une planète qui est super loin. Mm-hmm. Sauf que pour que l'humain se rende là, ça va prendre plus qu'une centaine d'années. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont développé une technologie qu'avec le data de certaines personnes, tu peux printer une copie de toi-même. Oh, fuck. Donc, ils envoient le vaisseau, ils se font printer eux-mêmes, puis les gens le savent. Là. Ils savent qu'ils sont un print d'un humain, mais que eux, leur job, c'est d'arriver là, terraformer pour que dans 100 ans, quand les vrais humains y arrivent, ben, eux seront morts, mais la place va être habitable déjà. Fait que, tu sais, c'est de l'horreur, ça? C'est parce que c'est un concept très science-fiction. Exactement. Puis le problème, c'est que toute l'équipe se fait printer, mais il y en a un qui est misprint. OK. Donc, il y a une déformation extrême. Et là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce qu'il y a les souvenirs de notre chum, là, puis c'est supposé être notre ami. Là. Puis printer un humain dans cet univers-là, c'est un gros deal. Là. Tu peux pas, genre, te tirer une balle puis te reprinter. Là, c'est pas de même ça marche. C'est comme ça prend une autorisation spéciale. Je trouve que ça me fait rire, mais excuse-moi. Ouais. Donc, c'est un peu le concept de base, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais moi, ça m'a fait penser par moments à Event Horizon. Oh fuck. Ce film-là me fout la chienne. Ouais. Event Horizon, c'est hot en esti. Débile. Mais bref, c'est spécial parce que par moments, c'est vraiment un brain fuck, mais à cause de l'esthétique très pastel, la musique m'a beaucoup fait penser à Vangelis par moments. Il y a quelque chose de calmant là-dedans. Fait que même si il y a des moments d'horreur, c'est comme, j'écoutais ça là, avant de me coucher, là, puis j'étais comme, ah, OK, là, ils vont peut-être essayer de le tuer finalement. OK, ben je suis prêt à aller dormir. Puis je dis ça, mais c'est pas dans le sens que c'était dole. Je commence à penser que t'es un sociopathe parce que tu fais beaucoup d'allusions à du monde qui se font tuer, puis tu trouves ça drôle. Tu sais, quand pendant un bout, tu trouvais ça drôle de nous tuer, là, tu disais que tu nous tuais, puis t'es mort. C'est fucked up parce que j'ai aussi écouté le documentaire Into the Deep sur Netflix qui est à propos d'un gars qui s'est créé son propre sous-marin. Là. Ouais, je l'ai écouté, mais j'ai pas osé. En fait, je connais l'histoire, puis elle m'écœure complètement. Là, fait que j'ai pas osé. Finalement, il a tué une journaliste. Ouais. Puis, mais ce qui est fucked up, c'est que la journaliste le filmait tout le long. Fait que le documentaire, c'est les images qu'elle a prises de lui. Ouais. Ça, c'était avant qu'il fasse son crime, c'est ça? Puis il arrête pas de faire des jokes, de tuer du monde, puis de couper. Puis là, j'étais comme, là... Il est en train de m'enlever mon affaire. Ben là, Jake, c'est exactement ce que tu dirais. Ben oui. Si tu étais en train d'essayer de cacher tes traces. Puis en plus, il dit ça dans le documentaire. Ah, tabarnak! Tu sais, ça se peut là, que t'es avec un tueur en série, là, mais tu le saurais pas, hein? Puis là, je suis comme, il est tout en train de fucker ma dynamique. Là, à cette heure, quand je vais faire des jokes à ça, le monde va avoir peur. Ben... Les gens vont être inquiets quand je vais dire « Je vais te tuer dans ton sommeil », puis tu sais, ils comprendront pas la joke. Ouais, la joke est super drôle. Fait qu'en tout cas, je le conseille pas, c'est un peu long, puis c'est... moi, après Dahmer, je me suis dit « Je vais prendre un break ». Ouais. Mais j'aimais ça, Dahmer, mais je me suis dit « Je vais prendre un break ». Moi, j'ai écouté les 3 premiers épisodes de la 3e partie de Unsolved Mysteries. Il y a une nouvelle mouture qui est sortie. Moi, je suis vraiment fan. Il y a du monde qui s'ennuie beaucoup de Robert Stack et je les comprends. Je trouve par contre que la série a évolué par rapport à ce qui était le projet d'origine, la production d'origine, où c'était plus, disons, sensationnaliste, une facture plus tabloïde. Là, on est dans quelque chose qui est du true crime, mais léché. Très léché visuellement, très léché au niveau du storytelling. Et encore une fois, je trouve que c'est 3 histoires solides. Évidemment, si vous êtes des maniaques de true crime, il n'y a rien là-dedans que vous allez apprendre qui est différent de
de ce qu'on peut aller chercher. Et je sais que il y a beaucoup. C'était une des critiques. Les gens disent oui, on n'apprend pas tant de choses sur telle histoire, telle histoire, telle histoire. Moi, les 3 récits de la nouvelle mouture, je les connaissais pas. Et il y a une histoire d'OVNI. Moi, j'aime ces histoires-là. Je suis un gars très sceptique. Je pense que le fardeau de la preuve est sur ceux qui disent qu'il y a quelque chose. Toute déclaration extraordinaire se doit d'avoir une preuve extraordinaire. Mais malgré tout, je trouve ces histoires-là extrêmement divertissantes, l'histoire d'OVNI. Et il y en a une bonne au milieu des 3 qui sont sortis. Et il y a 3 nouveaux épisodes qui vont sortir cette semaine et 3 autres la semaine prochaine. Donc, ils sortent en séquence. C'est égal à soi-même, là. C'est égal à ce qui a déjà été produit puis diffusé. Je les ai tous écoutés dans une soirée. C'est que ça vous dit à quel point j'ai aimé ça et ça vous dit à quel point j'avais du temps libre. Mais allez vous faire plaisir. Ils sont disponibles maintenant sur Netflix. Moi, pour citer un de mes amis, j'ai écouté le premier épisode et j'en ai conclu que j'aime mieux les Solved Mysteries. Parce que c'est tout le temps comme mais là, tu tombes bien fucké, mais Chris, c'est quoi que. On le sait pas. On le sait pas. Fait qu'on le sait pas dans le fond. La fille est disparue, mais bon. C'est dans le titre, Carlis. Coudon, c'est dans le titre. C'est un beau point d'interrogation. C'est ça que tu nous as fait checker pendant 1 heure, aussi. Bon. Hey Jake, peux-tu compter une anecdote rapidement avant qu'on retourne à ton truc? Parce que oui. ça fait 3 fois que je veux le dire puis j'ai oublié. Hier, c'est la soirée lutte sur le Discord des Mystérieux Étonnants, puis je me faisais aller à Grand Gueule, parce que tu sais, j'ai une Grand Gueule. Là, je parlais. Et il y a un des membres du Discord qui s'appelle Toggy. Toggy, c'est son nom d'utilisateur, puis c'est pas son vrai nom, bien sûr. Je me souviens plus de son vrai nom, fait que je l'appelle Toggy. Anyway, tout le monde l'appelle Toggy. Il revient, il dit « Ben, t'es vraiment rendu big. » J'étais comme « Pourquoi? » Il dit « Ben, le livreur de sushi, il est venu me livrer ma bouffe. » Puis il disait, pourquoi est-ce que la voix du gars des Mystérieux Étonnants est dans ton appart? What? C'est un auditeur des Mystérieux qui était le livreur à Toggy. Le Toggy a répondu, c'est la soirée du dimanche. Lutte, dude! Comme si c'était une évidence. Oui, comme si c'était... Qu'est-ce que tu fais? Si tu es en train de travailler, va écouter ça. Alors, salutations à ce livreur pour Sushi Time, qui est un excellent restaurant de sushi. C'est ce que je commandais dans le temps, sur Masson, je crois, qui ont... Je pense qu'ils ont 2-3 places, mais sur Masson. Donc, ouais, c'est ça, je voulais juste le plugger. On a des auditeurs qui nous écoutent probablement en livrant du sushi, I guess. Ben oui, puis les livreurs, c'est les warriors de notre époque. Hein? Sans eux, on serait tous morts. Eux, les conducteurs de train, les camionneurs, on a beaucoup d'auditeurs camionneurs aussi qui nous écoutent. C'est du monde sur la route. Puis ça a pas l'air d'être... On a l'impression que ça pourrait être des jobs qui sont pas stressantes, au contraire. Ben non. Man, pour avoir jasé souvent des camionneurs, là, ça a l'air d'être une job extrêmement demandante. Ouais. Tu te fais checker. Puis t'es mieux d'arriver à l'heure, puis des fois on t'envoie dans des places que t'as aucune idée comment tu vas te rendre, puis c'est en cours de route que tu vas trouver ton parcours. Puis c'est pas parce que t'as un GPS puis t'as un téléphone que c'est plus évident. Surtout pas si t'es pogné dans le trafic puis t'as une livraison qui est attendue. Fait que merci à vous qui nous écoutez sur la job, c'est ce que je veux dire. Fait que je t'ai arrêté pour me plugger moi-même, Jake. Qu'est-ce que tu dis? Je continue avec mes films. Fait que il m'en reste juste 2. J'ai écouté The Hills Have Eyes. Est-ce que tu as déjà vu? Je l'ai jamais écouté. Je sais que c'est un classique de Wes Craven, je crois. Oui, exactement. Donc, c'est un film de 1977 de Wes Craven, mais c'est pas ça que j'ai écouté. J'ai écouté le remake OK. de 2006 que j'avais vu au cinéma à l'époque, puis j'avais bien aimé ça, mais je pense que ma culture d'horreur n'était pas aussi développée à l'époque, fait que j'étais comme « Ah, c'est cool ». Puis finalement, j'ai su que c'était un remake par après et tout. Puis c'est Alexandre Aja qui a réalisé ça. Je savais pas que c'était lui. Ouais, fait que c'est un esti de bon de réalisateur. Il a dernièrement fait Crawl, que j'ai beaucoup aimé. Man, on l'a écouté sur Discord, c'est malade. Une histoire de crocodile qui tue. Mais une bonne histoire de crocodile. Oui, puis l'eau qui monte, puis là, c'est qui, le Apex Predator? C'est toi, l'Apex Predator! Ah ouais! Fait que... là, moi, ma blonde a plein de vidéos d'animaux sur un site, là. Ouais. Puis... Elle écoute des vidéos d'animaux sur Instagram? Ouais. OK. Sur toutes, là. Ouais. Puis j'aurais jamais pensé ça, mais... Ils ont l'air vraiment chill, les crocodiles. Non, ils n'ont pas l'air chill, Jack. Ils ont l'air des hosties de machines à tuer. Ouais, mais c'est tout le temps des dos qui se promènent à côté d'eux autres, puis il est comme puis il le pogne dans ses bras, puis il est immense, ça, c'est un dinosaure. Puis ils capotent pas, là, ils sont comme veg. Non, il est juste en train d'essayer de réfléchir comment il va le tuer. Je pense pas que ça a de l'intelligence de même.
Ben, En il tout cas, réfléchit pas, mais il se dit juste Ouais. tuer. Ouais, tuer. C'est ça. Peut-être. Fait que, bref, The Hills Have Eyes de Attends. 2006, Cote Alexandre à Aja. toi qui est au bord de l'espace public en train de boire une bière avec un crocodile. OK, continue. Dans une piscine. Pas les anacondas, par exemple. Les autres, j'ai les haïs, les Hey, gars. Croquis! Croquis, viens donc de baigner. Ben ouais. Ils sont dans la piscine. Ah, il est content. Ben oui, Oh, content. il essaie de m'amener vers le fond pour me noyer. Mais c'est Sacré bon, croquis. Crawl. Écoutez Ouais, Crawl. c'est super. Bref, quand on parle de remake, puis tu sais, on essaie souvent de nommer les bons remakes, qui sont très rares quand même. Puis c'est tout le temps The The Thing. Thing, Ouais. Francis Ford Dracula. tu sais, Ah genre, oui. il y en a tout le temps. genre, Francis trois. Ford Dracula. Oui. Ouais. Non, c'est ça. Hey, boy, C'est pas attends, Francis Ford Dracula. Bram Stoker's Dracula, puis c'est Francis Ford Coppola. Ouais, c'est ça. Mon Dieu. Francis Ford Dracula, c'est. Je le connais pas. C'est Francis, une marque de char, puis Dracula. C'est notre voisin, ça arrive sud, à Brossard. Francis Ford Dracula. Ah, il est Nous, trash. chez les Dracula, Ah, il est trash. on mange de la pizza le vendredi. C'est une Ah tradition. ouais, ils sont En tout le temps famille. sur le cristal man. Puis, ils font du bike, là, en gang, ben craqué dans la pluie. là. Ah ouais. Il tripe ses muffleurs. C'est ça. Fait que j'ajouterais The Hills Have Eyes à cette liste, cette courte liste des bons remakes d'horreur. Parce que, pour vrai, c'est vraiment un bon film. OK. C'est pas pour tout le monde. On est dans la catégorie, tu sais, toi, je pense, Ben, tu triperais moins. On est dans la catégorie genre Texas Chainsaw Massacre. là. Mais il aime pas ça, moi. Fait que c'est ça. Fait que c'est une petite famille qui se ramasse pognée dans le désert avec une gang de freaks qui chasse. Ouais, ça a l'air de la famille. Mais c'est vraiment bien réalisé. Là. Puis, je veux dire, à la fin, là, il y a un mood très Sergio Leone. Là, tu sais. Oh. Ça vient comme un western épique. Puis, du début jusqu'à la fin, même si je l'avais déjà vu, je m'en rappelais plus. Puis, je savais pas qui allait survivre, qui allait mourir. Puis, c'est très bien raconté. Mais c'est extrêmement gore, extrêmement troublant. Je le conseille pas à tous, mais pour les fans hardcore d'horreur, vous allez triper. Là, tu parles de l'original ou tu parles du remake? Du remake. Du J'ai remake. pas vu l'original, qui est sur Shudder aussi, qu'il faut que je me tape un moment donné. Mais là, je viens de me taper le remake. Je suis comme, Mais non, attendre pas un back peu. à back. Non, Ouais, tu vas trop comparer les deux, puis tu vas pas aimer ça, pas pour les bonnes Exactement. raisons. Exactement. Comme Francis Ford. Dracula. C'est ça. Hey, voisin! Puis, un dernier que j'ai vu sur Tubi. Qui c'est un réalisateur que j'arrête pas d'entendre son nom. Tout le monde me conseille des films de lui. Kiyoshi Kurosawa, et non pas Akira Kurosawa. Qui est un réalisateur qui fait comme un peu des films thriller, policiers, qui est très dark. J'avais vu son film Cure, qui était excellent. Et là, c'est parce que vous savez que je tripe Silent Hill dans la vie. Oui, C'est pareil. quelqu'un qui m'avait conseillé ce film-là en disant, si t'aimes Silent Hill, ça, c'est dans le même genre de zone. C'est un film qui s'appelle Pulse, Pulse, P-U-L-S-E. exactement, de 2001. Vous avez peut-être vu passer ça sur YouTube si vous suivez les essais sur le cinéma. Là. C'est genre, il y a une vidéo YouTube qui s'appelle The Most Terrifying Scene Ever. Oh. Puis ça, c'est dans Pulse, mais c'est pas ce que vous pensez. C'est Ils ont-tu raison ou c'est hypé? c'est ça qui est. Pour vrai, moi, je pense que j'étais pas dans le bon mindset quand je l'ai écouté. Tu sais, genre, mon cerveau savait que c'était hot, mais je n'étais pas capable de rentrer dedans. T'es pas en train de vivre le moment, t'es en train de voir ce qu'elle allait être hot. C'est ça. Je vois. Mais je pense que pour l'époque, ça devait être révolutionnaire. Mais juste, tu sais, 2001, OK? Le pitch, c'est que il y a quelqu'un qui installe l'Internet dans son appart. Puis dans son écran d'ordi, il voit des affaires weird, puis il pense que c'est l'Internet, puis finalement, on comprend que il y a C'est peut-être l'appart, des peut-être. entités qui voyagent à travers l'Internet. Fait que, tu sais, tout de suite, tu fais comme... je sais pas si ça va super bien vieillir, ça, mais finalement, c'est pas vraiment à propos de ça. Ça, c'est comme le elevator pitch de base pour te hooker, mais c'est C'est autre chose. c'est autre chose. Puis, ce qui est intéressant, c'est que
ça fait de l'horreur comme moi j'aime, qui est beaucoup plus dans l'anticipation et dans l'ambiance. Ouais. Il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de grosses bébites qui sortent. Même si on voit des fantômes, ils ne sont pas épeurants. C'est juste le fait qu'il y ait une présence qui soit épeurant. Je comprends. Euh, Parce que toi et moi, on tripe sur les Conjuring, mais pas pour le troisième acte. Tout le temps pour la montée. Exact. Aussitôt que ça devient, c'est ça, jumpscare fest, film d'action. Non, ça moi, marche plus. C'est ça, je tripe moins. Mais tu sais, pour les fans, mettons, de Haunting of Hill House, on est dans ce genre de zone-là. Fait que beaucoup de trucs aussi qui sont à l'écran, mais que le personnage ne voit pas. Puis là, toi, tu fais que. Attends un peu. C'est quelqu'un qui est. Oh shit. Dans le coin, là. Mais il n'y a pas de grande montée de musique, puis il n'y a pas de. C'est juste. C'est très vaporeux. D'accord. Fait que je le conseille quand même. Moi, je sais que je vais le réécouter en meilleures conditions, mais il est sur Tubi. Fait que, allez checker ça. Super. Moi, ça me tente. Il est dans ma liste. Je viens de le rajouter à ma liste. Jake, est-ce que tu es un fan de Back to the Future? Est-ce que tu es un grand fan de Back to the Future? Je suis un grand fan du premier. Pas le 2 puis le 3, je les trouve le fun. OK. Moi, j'aime bien cette trilogie-là. C'est, pour les gens de notre génération, c'est un immanquable, comme Gremlins. Là. C'est rare que tu te pognes quelqu'un qui aime pas Gremlins ou qui apprécie pas Gremlins. Ils veulent juste avoir du fun. Hein, c'est ça. Il y en a qui les apprécient pas pour les bonnes raisons, là, mais comme Jake qui prend le côté des méchants Gremlins. Mais moi, Back to the Future, c'est comme un comfort food, genre de film auquel tu retournes de temps en temps, juste pour te sentir bien. Tu sais exactement ce qui va se passer, mais le premier, c'est un chef-d'œuvre. Oui, absolument. Donc, le 21 octobre dernier, c'était la date à laquelle Marty revient dans le passé, il va dans le futur, pardon, de 2015, donc 21 octobre. C'est la date qu'a choisi les producteurs d'une comédie musicale basée sur Back to the Future pour annoncer leur distribution ou une partie de la distribution, parce que oui, il va y avoir une comédie musicale à Broadway basée sur Back to the Future. Wow. Donc, ils ont annoncé les 2 premiers acteurs, un certain Roger Bart qui va jouer Doc Brown et Hugh Coles qui va jouer George McFly. Les 2 ressemblent sensiblement à Christopher Lloyd et l'autre acteur, voyons, le nom m'échappe. Boy, là, tu viens de J'en ai parlé en plus récemment parce qu'il est dans un des Friday the 13 qu'on a regardé. Ben oui, Crispin Glover. Exactement. L'acteur qui va jouer Marty McFly n'a pas été dévoilé pour l'instant. Ils vont garder ça pour plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez voir le film, si vous allez à Broadway, il y a souvent des livres de la production qu'on vend aussi en bonus avec votre billet. Il va y avoir un livre qui est signé Bob Gale, qui est le co-créateur et co-auteur de la trilogie originale de Back to the Future. C'est quand même assez intéressant. Il va y avoir des nouvelles pièces musicales. Bien sûr, les anciennes vont être présentes aussi, mais des nouvelles pièces musicales et des nouvelles paroles signées par un certain Glenn Ballard et Alan Silvestri, qu'on a vu, entre autres, dans son travail dans les Avengers. C'est un gars qui fait de la musique pour les films hollywoodiens. Les billets sont en vente dès le 28 octobre prochain, donc ça s'en vient. Ça, c'est vendredi qui s'en vient. Et les représentations en ce qu'on appelle des previews, donc des représentations d'aperçus, c'est pendant cette période-là qu'ils vont ajuster des choses. Ça débute le 30 juin au Winter Garden Theater de New York City. Et les représentations dites officielles commencent le 3 août. Si ça vous intéresse, juste pour satisfaire votre curiosité, il y a une vidéo qui a été faite promotionnelle où l'acteur qui va incarner Doc Brown, Roger Bart, achète la DeLorean à Christopher Lloyd, qui a l'air super content d'être là puis d'y vendre le char. C'est super cute. Ça rend hommage au fait aussi qu'il y a un passé lié à cette franchise-là et que c'est un genre de passage du bâton, mais dans une autre direction. C'est pas un 4, c'est pas un remake, c'est pas une refonte, c'est une comédie musicale. Puis je trouve que c'est intéressant. Ben, ça fit parce que la musique est très présente dans Back to the Future. Très, très présente. On pourrait dire que c'est le troisième personnage. Ouais, d'ailleurs, ces pièces-là vont être de retour dans la production Power of Love. L'autre, la chanson rock'n'roll qu'on a dans le premier, puis dans le deuxième, ils vont la reprendre aussi. Ce qui n'était pas clair pour moi, par contre, est-ce qu'ils couvrent les 3 films ou juste le premier? Ça, j'ai pas trouvé l'information, mais j'imagine que ça va se savoir dans les prochaines semaines. Ou si, au pire, quand la production va commencer en preview à New York en juin prochain. Sinon, si tu me permets, Jake, je vais tout de suite aligner quelque chose d'autre parce que c'est une nouvelle qui était relativement courte.
T'as vu Trick or Treat? Est-ce que ça fait partie de ta liste des films que tu vas écouter? Hey, je l'ai vu, mais ça fait longtemps. Est-ce que t'avais aimé ça? C'est l'anthologie, ça. Hein? Ouais, c'est l'anthologie avec le petit personnage qui s'appelle Sam, qui a un genre de tête de puis jupe. un là, sac de jupe. vampire d'un party. Il y a des vampires. Je ne veux pas trop en parler parce qu'il y a des spoilers pour les gens à la maison, malgré que je pourrais spoiler parce que le film est sorti il y a 15 ans de ça. Ouais. Il est sorti en 2009, mais c'est considéré comme un classique d'Halloween. On se le tape d'ailleurs mercredi sur le Discord des Mystérieux. C'est un film réalisé par Michael Dougherty. Et là, il y a des pourparlers pour avoir une suite éventuellement. Il n'y a pas de feu vert de studio ou rien. Michael Dougherty a juste dit dans une entrevue qu'il était dans les premiers balbutiements de développer quelque chose, mais il n'y a rien d'officiel. C'est juste lui qui travaille sur son projet. Ça semble être une initiative personnelle. C'est ce qu'il semble dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pour souligner le 15e anniversaire du film. Il est de retour en salle dans les grands cinéplex, mais aussi Jarrett, notre ami de Space, et maintenant Cinéma Moderne sur Saint-Laurent, va faire jouer le film. Il en a parlé la semaine dernière. Donc, le film est de retour en salle et ils ont plutôt lancé un Kickstarter pour une adaptation en bande dessinée. Je ne peux pas vous dire les artistes, mais le dessin est quand même qualité. C'est parrainé par Legendary Comics, qui est en fait une division de Legendary Pictures, avec lesquels Michael Dougherty a souvent travaillé par le passé. Donc, on va adapter 4 histoires du film d'origine dans ce qui s'appelle Trick or Treat 15th Anniversary Omnibus Collection. Et on a une histoire exclusive basée sur le personnage de Sam, qui est une espèce de petit démon à tête de jute qu'on voit dans toutes les histoires qui sont traitées dans Trick or Treat. Cette histoire-là s'appelle Trick or Treat Days of the Dead. On retrace les origines d'Halloween à travers les années. Je sais que Sam va dans l'Halloween des années 50 à Los Angeles. Il va un peu partout. C'est pas trop clair. Il garde ça un peu plus vague. Mais ça, c'est exclusif comme récit dans l'omnibus qui va sortir. Si ça vous intéresse, c'est sur Kickstarter. Il reste encore 10 jours aujourd'hui, 10 jours pour contribuer. C'est quand même assez dispendieux. On parle d'une soixantaine de dollars US. C'est pas donné. Mais si vous êtes fan, ça vous intéresse, ça va venir avec un genre de couverture que tu peux glisser, là, comme les vieux, comme les box sets là, de DVD là, ou de Blu-ray un peu plus haut de gamme. Ça ne sera pas disponible en magasin quand la BD va être éventuellement disponible en magasin. Sinon, si je reste rapidement aussi dans le comic book, il y a une série que Jeff Jones a publiée chez Image Comics. Je ne savais même pas qu'il avait fait de quoi chez Image Comics. Ça s'appelle Geiger, comme un compteur... un détecteur de radiation. Donc, c'est une BD, en fait, de Jeff Jones et Gary Frank qui s'appelle Geiger, publiée chez Image Comics, qui va être adapté au petit écran. Donc, on va adapter le comic de Jeff Jones, qui a été un gars qui a travaillé longtemps aussi, il travaille encore pour Warner et pour DC. Il va être adapté par un certain Justin Simien, qui a entre autres travaillé sur les séries Dear White People et The Haunted Mansion. Donc, on est dans une histoire. L'histoire, c'est... on est en 2050, dans un univers qui est comme post-apo. Je pense que c'est suite à une guerre nucléaire. Et tu as un père qui a des pouvoirs, style radioactif, si on veut, qui protège sa famille, qui vit dans un bunker de... C'est un peu les méchants qu'on voit dans Turbo Kid. Des genres de scavengers, des gens qui sont dans... Résumé, un genre de société un peu tribale. Mais là, en défendant sa famille une fois, disons qu'il se frotte à une association, plutôt une organisation criminelle de ce milieu-là. Il doit défendre sa famille contre un genre d'empire criminel d'un univers post-apo. Ça a l'air complètement éclaté. La BD a l'air le fun. On devrait parler éventuellement aux Mystérieux Étonnants. Mais Jeff Jones va être producteur exécutif sur la série. Il va écrire le pilote et il va être aussi showrunner sur la série. Et je suis curieux. J'ai hâte de voir ça. C'est une belle proposition. Ça a l'air le fun. Qu'est-ce qui te restait, mon Jake? Non, je pense qu'on... On a fait le tour, hein? Je pense Ouais, qu'on peut parler de la BD. Ça, j'ai une autre nouvelle, mais je pense que je vais la garder pour la semaine prochaine. Tu me permets-tu d'abord de faire une petite plug de manga? Parce que je sais que tu aimes les mangas. Oui, j'aime ça, le manga. Ouais, 18 juillet prochain, donc 18 juillet 2023, il y a Viz Comics, qui est un éditeur américain de manga, qui va publier Marvel Comics A Manga Tribute. C'est un hardcover de 96 pages regroupant des histoires et des illustrations basées sur le multivers de Marvel et illustrées par des artistes d'origine japonaise. Donc, on parle d'une vingtaine d'artistes.
dont Peach Momoko, qui a été découvert récemment par Grant Morrison, qui est une autrice extraordinaire, une artiste extraordinaire. Donc ça s'en vient en juillet. Et c'est pas très cher. On parle d'à peu près, même pas 30 $ canadiens. Donc je pense que ça vaut la peine si vous êtes amateur de manga, amateur de Marvel et d'art. Et il y a aussi un omnibus que moi j'attends personnellement depuis un bon bout de temps parce que j'avais bien aimé le premier récit. On parle de l'omnibus de Batman Teenage Mutant Ninja Turtle. C'est un omnibus de 576 pages. C'est énorme. Et ça devait être publié à la fin 2021. Finalement, ça a été repoussé indéfiniment à cause de la COVID. Toutes les productions sont arrivées en même temps aux imprimantes. Et pour les gens qui étaient intéressés de nous entendre parler tantôt des dessous de la BD, quand tu imprimes quelque chose, que ce soit une BD ou un livre ou autre, tu réserves un temps de presse. C'est pas comme arriver chez l'imprimeur puis dire hey, je vais imprimer 10 posters. Il faut que tu réserves un temps de presse. Là, tout est arrivé en même temps que la COVID, fait que ça a été repoussé. Et là, la nouvelle date de sortie, c'est le 1er août 2023. C'est quand même assez loin. C'est écrit par James Tynion de Fort, qu'on aime beaucoup. On a parlé récemment de Strange Adventure à l'émission. Et dessiné par Freddie Williams de Second. Donc, une bonne équipe. Ça regroupe le 2, toi, qui font la BD. Oui, ils sont juste ensemble. Ça fait combien? 6. Attends, oui, 6. Donc, ça contient, j'ai eu un doute, Batman, restez à l'école les jeunes, Batman Teenage Mutant Ninja Turtle de 1 à 6, ça c'est le premier. Le 2, la version Deluxe du 2, là je trouve que c'est un peu overkill, ils ont mis les deux versions, ils auraient dû juste mettre la Deluxe tant qu'à ça. Et la troisième, c'est une trilogie. C'est bien, c'est quand même très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais par rapport à ça. Jake, juste avant de prendre une petite pause et de passer au sujet de la semaine, notre ami Bonhomme s'est marié au courant récemment. J'ai vu ça sur Facebook. Il ne l'a pas dit, le coquin. Fait que félicitations, Bonhomme. Je ne sais pas si tu es encore à l'écoute, mais Bonhomme, pour les gens qui suivent les Mystérieux Étonnants depuis peu, il vient à tous les spéciales de Noël faire un genre de nécrologie des gens qu'on a perdus au cours de l'année, ce qui est à l'opposé de sa personnalité parce que c'est un gars extrêmement positif. Bon, très, très, très positif. Mais il s'est marié au courant du... je pense que c'est récemment. C'est pas le week-end dernier, c'est pas l'autre avant, là, mais bravo, mon petit bonhomme. Oui, le 27 s'annulait. Avec sa bonne femme. Puis je meurs de ses enfants. Il y a 2 enfants, bonhomme. Bonhomme fait des petits bonhommes. Et sinon, je plug le Patreon. Ça vous tente de contribuer et aider à l'essor des Mystérieux Étonnants. Au fait qu'on existe. Vous allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton pour faire un don. Ça vous amène vers Patreon pour l'équivalent de quoi? Un café cheap là, par mois. Vous faites en sorte qu'on existe. C'est rien, là. Je sais qu'on en demande beaucoup que l'inflation, mais un café cheap. Vous avez non seulement un show à chaque semaine, mais vous avez en échange un show exclusif, un podcast qui s'appelle Bifurcation. On a fini maintenant les spéciaux d'Halloween. On va revenir à notre cycle des Coen prochainement. Vous avez Terre humaine chez Isidore aussi avec ça. Vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. On écoute des films, on en jase, on partage des nouvelles. Souvent des nouvelles que j'ai ici à l'émission viennent du Discord. Ça a été partagé durant la semaine. C'est vraiment une belle gang. Vous écoutez de la lutte le dimanche. On écoute la lutte le dimanche. On écoute bien des affaires. Et on fait aussi Noël chez Isidore qui va revenir avec un spécial Halloween. Et on fait Terre Kaiju qui va revenir quelque part en novembre. Donc un podcast, c'est grosse bébite qui se tapoche. Ça, c'est animé par notre ami ici, Jake Dion. Si vous ne pouvez pas nous aider financièrement, vous pouvez en parler du podcast, le partager, donner un petit 5 étoiles sur iTunes. Si vous avez déjà donné par le passé, vous pouvez revenir. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste donner pour un mois. On est disponible partout. Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify et Amazon Music. On est aussi sur Facebook. Puis, si je n'avais pas à utiliser ça pour les mystérieux, je pense que je quitterais Facebook. Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. Jake, on prend une pause et on revient avec le sujet de la semaine de Me, You Love in the Dark. Oui. Hey! Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, dernier sujet du mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants. On parle d'une BD. Pas horrifique, mais de la thématique horrifique, I guess, de créatures, de noirceur, de tentacules même. On parle de Me, You Love in the Dark, une bande dessinée de Image Comics de Scotty Young et George Carona. Est-ce que tu veux résumer l'histoire rapidement, Jake, ou tu veux que je le fasse? Non, c'est bon. En fait, on suit une jeune peintre, artiste, qui a de l'air quand même avoir le vent d'un voile côté carrière, et est exposée dans des galeries d'art en ville. Cet artiste se trouve une maison abandonnée en campagne pour un peu, il a redonné
un élan d'inspiration, mais elle arrive dans la maison avec tout son équipement pour peindre, puis elle est vraiment pas inspirée. Puis elle se fait dire que la maison est hantée. Donc, elle commence à s'adresser aux fantômes, dire Hey, servez-moi donc du café, là, tant qu'à être gossant, puis nanana, jusqu'à temps qu'une entité lui réponde. Et s'en suivra de folles aventures. S'en suivra le développement d'une relation avec cette dite entité qui n'est jamais vraiment nommée, qui n'est jamais vraiment définie. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est une créature autre? Est-ce que c'est le figment d'imagination du personnage de l'artiste qui s'appelle Rowena, qu'on appelle Ro? On ne le sait jamais vraiment. Donc, on ne s'est jamais vraiment adressé. Là, est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est une créature maléfique? Rapidement, Jake, qu'est-ce que tu en as pensé avant de vraiment plonger dans le sujet? J'ai full aimé ça. C'est très court, par contre, et il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça se lit vite. Moi, je m'étais donné comme un genre de 2 heures pour la lire, puis je pense que j'ai dû passer à travers une demi-heure, genre. Ouais. Sinon, j'ai adoré l'art. Je trouve que le coloriste, qui est un Québécois. Oui, Jean-François, je l'avais noté, Jean-François Beaulieu. Ouais, J'ai cherché son Instagram, je ne l'ai pas trouvé d'ailleurs. Je me dis, il doit être 4 passes, ce gars-là. Ouais, ben je suis ami avec sur Facebook. Bon. Fait qu'après ça, je me suis dit, hey, attends, ce nom-là, Jean-François Beaulieu, ça me dit tellement de quoi. Ça se pourrait-tu qu'on travaillait chez A2M ensemble? Et? Je sais pas. Mais j'ai commencé à le suivre sur Facebook, puis il pose beaucoup de trucs. Il est souvent en collaboration avec Scotty Young, mais Nice. il fait aussi beaucoup d'autres trucs. Puis c'est un musicien aussi qui fait du synthwave. Ben voyons donc, comment ça, c'est pas cool. notre chum, ce gars-là? Ben c'est ça. Fait que GF, si tu nous écoutes, appelle-nous, puis on va devenir des amis. Voilà. Puis on va te têter des passes pour aller au Comic-Con de New York, puis tu vas nous trouver comme une Mais parce que son travail là-dedans il est vraiment, vraiment hot. Là. La C'est colo là, est incroyable. Puis la colo aide beaucoup. Tu sais, il y a des fois des colorations que tu sens inutiles dans certaines BD américaines ou même la BD, disons, plus, entre guillemets, noble européenne. Là, au contraire, je trouve que ça rajoute une nouvelle couche de storytelling qui vient sceller le tout. C'est très, comme tu l'as dit, Jake, c'est très court, puis ça se consomme, entre guillemets, très vite, mais c'est très bien exécuté. Moi, c'est ce qui m'a plu le plus, c'est que tu sens pas que c'est quelque chose qui est garoché, tu sens que c'est un projet dans lequel ils ont mis de l'attention. Je pense pas que c'était ouvert à ce qu'il y ait nécessairement une suite. J'ai aucune idée au niveau de la... J'ai pas regardé là, s'il y avait à avoir une suite, mais je pense pas on est ouvert à ça. Mais malgré tout, c'est bien exécuté, c'est bien fait, il y a de l'amour, il y a du love, il y a de la maîtrise de chacun de leurs médiums. Scotty Young, moi, je le connais surtout comme étant un dessinateur. Je sais qu'il a beaucoup dessiné pour les Américains. Il collaborait à un podcast dans le temps qui s'appelait Around Comics, qui contribuait beaucoup à la culture au début des années 2000 de la bande dessinée américaine. Puis c'était un des collaborateurs. Mais donc, je le connais, je le suis sur Instagram, surtout pour son dessin. Dans ce cas-ci, je trouve que des fois, le saut du dessinateur vers la scénarisation, ça marche pas toujours bien. C'est pas parce que tu maîtrises la plume. Jake, que tu maîtrises la scénarisation nécessairement. Mais là, c'est bien. Et je sais pas si tu as remarqué, et on rappelle qu'on spoil à l'émission, on pourrait prendre cette histoire-là et le mettre dans un contexte de violence conjugale et ça marche tout autant. Une relation qui se tisse, qui est très belle puis sweet, quoique impossible en cette entité-là et la jeune Ro. Et au début, tu dis, non, c'est bien, ça va peut-être pas dans la direction que je pense. Puis non, au contraire, tranquillement, les travers ressortent. L'entité est très contrôlante, l'empêche Ro de sortir. Elle va s'accaparer de son univers, même si elle peut être bénéfique au départ. Et là, ça va se terminer dans le sang et dans le feu. Là. Ma foi, c'est très violent, surtout la finale. Puis tu peux transposer ça à une relation toxique que des gens peuvent connaître avec des êtres aimés qui deviennent complètement débiles. Parce que c'est tout le temps la même histoire. Hein. Une relation toxique, c'est qu'évidemment, il y a de la violence, mais c'est que c'est cyclique. Donc, le but, c'est qu'après l'acte de violence qui est souvent traumatisant, mais là, ça va être hey, excuse-moi, tu le sais que dans le fond, j'ai de la misère à gérer mes émotions, puis je t'aime tellement. Je voulais pas. Puis rappelle-toi là, des bons moments, des bons côtés, puis c'est là que tu pardonnes, puis que tu fais ah oui, c'est vrai, dans le fond, il est cool, il a juste perdu le contrôle là, puis là, ça repart, puis c'est un loop.
Puis c'est quelque chose qui s'aggrave toujours de plus en plus. Il y a une des raisons aussi, c'est qu'on crée non seulement des liens de violence, mais aussi finalement des souvenirs qui ne devraient pas être si importants, mais des souvenirs beaux, et on crée une normalisation aussi. À force de recréer ce cycle-là, il y a une normalisation qui se crée, puis là, ça devient comme presque une genre de folie à deux, là, où on est dans un échange, je dirais, symbiotique, mais très malsain. Puis je trouve qu'on retrouve cette dynamique-là entre l'entité puis Joe dans la BD. Je trouve que de la façon qu'elle est représentée sans être représentée, la distantité, c'est troublant puis c'est magnifique à la fois. Ouais. Je sais pas comment tu pourrais le décrire. Ah, c'est vraiment... puis tu sais, le dessinateur est super bon parce que cette créature-là, ce fantôme démoniaque-là, on dirait, est dans l'ombre et ne veut pas aller vers la lumière. C'est ça. D'où le titre. Exact. Puis aussi, tu sais, c'est que la couleur joue beaucoup là-dessus parce que ça me faisait capoter parce qu'elle est tout le temps dans l'ombre, mais en même temps, c'est jamais confus. Là. On sait où elle est, où sait elle ce qu'elle est. fait. Exact. C'est plus difficile à exécuter ça que ça a de l'air. Puis ça marche super bien. Fait que tu sais, c'est une silhouette, mais parfois on voit juste comme un pseudo-visage qui a de l'air greffé de plein d'autres yeux, puis dedans, qui se fondent dans l'obscurité. Quelque chose de Lovecraftien, évidemment, là-dedans. Absolument. C'est ça. Puis en même temps, tu sais, c'est cette créature-là va réconforter. Beaucoup. T'sais. Elle est curieuse, elle a des petites attentions pour Joe. Ouais. Puis, est-ce que toi, ça t'a fait cet effet-là en lisant la bande dessinée? Tu t'es dit, finalement, peut-être qu'elle est bénéfique. C'est peut-être mon appréhension. Tu sais, avant que ça chie, là, avant que tu vois que finalement, elle est contrôlante et qu'elle ne veut pas la laisser aller. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, non, finalement, ça va être une belle relation. Ça va être une relation inusitée, mais une belle relation? Moi, je pensais que où ça s'en allait, c'était que à cause de ça, elle envoie ses tableaux, puis elle a full de succès, mais piégée à travers cette maison-là. Fait que, tu sais, je pensais que ça allait être une espèce de d'allégorie au succès. Tu sais, que plus t'es populaire, plus tu te ramasses dans ta cage, puis finalement, tu peux plus sortir, puis les gens veulent que tu fasses telle affaire parce que c'est ça qu'ils ont aimé. Je pensais que ça s'en allait vers ça. Finalement, on est vraiment plus dans l'allégorie de la relation toxique. Puis la finale, moi, c'est peut-être ma critique négative, c'est que je trouve que ça déboule trop vite. Ça boule extrêmement vite. La chute, ça aurait dû... En fait, la BD au complet aurait dû prendre plus de temps. Je parle en termes de rythme. C'est quelque chose qu'on jase souvent, mais de rajouter du texte, ça ralentit le rythme aussi de lecture. Là. Fait que par moment, même si on le sent qu'il se passe des saisons et tout, mais tu le lis tellement vite que on a plus l'impression de voir un épisode de 20 minutes de télé qu'un film de 2 heures. Ça m'a pris une demi-heure à la lire, 32 minutes pour exactement. Puis j'ai quand même pris mon temps. Je regardais tout le temps ce que la créature faisait en background, parce qu'on la voit parler, mais elle a des mandibules puis des mains. Fait des fois, elle fait à manger, des fois, il sert des fois, il parle des mots doux, puis en même temps, il sert une autre coupe de vin. Tu vois qu'elle est un peu dans la manipulation. Je me demandais où on allait pousser l'idée que la créature l'aide à être créative. Puis ça n'a jamais été abordé explicitement. Je pense qu'on peut l'interpréter quand même des deux manières, parce qu'elle est très prolifique là, pendant qu'elle est prise dans cette maison-là. Ro a fait plusieurs peintures. C'est juste qu'elle ne prend pas le moment, ou elle ne trouve pas le moment pour les envoyer à son agent d'artiste, là, qui est le deuxième personnage, en fait, le troisième personnage de la BD, qui s'appelle Addison. C'est le seul autre qu'on voit dans la bande dessinée. Ouais. Mais c'est insidieux. Est-ce que la créature l'aide? C'est ça. C'est comme un prix qu'elle paye, ou elle l'aide pas? C'est juste peut-être cette nouvelle relation-là qui lui donne un élan créatif. De ne pas savoir, moi, ça me dérange pas. Je suis vraiment très confortable avec cette ambiguïté-là. Puis probablement des gens qui vont le lire ainsi. Il y a peut-être d'autres qui vont dire non, t'es cave, Ben. Clairement, l'entité a une influence bénéfique sur elle ou pas du tout. L'ambiguïté qui règne dans cette dynamique symbiotique, pour moi,
Elle est bien correcte. Je n'ai pas besoin de réponse là-dessus. Encore là, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui est effleuré, mais qui n'est pas exploré, mettons, Mm-hmm. qui est l'idée de... Puis ça, c'est un mythe qu'on est en train de débattre là, tranquillement, mais qui était le mythe de l'artiste torturé. Ouais. Que c'est quand tu vis les pires moments de ta vie que là, t'es full inspiré, puis t'écris les affaires les plus hautes, t'écris les meilleures chansons. Faut que tu sois en dépression pour faire un chef-d'œuvre. Pour canaliser l'émotion, puis être Ouais. capable de mettre de quoi, mots sur papier, peinture sur toile. Exact. Moi, je suis d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que c'est vrai que de transformer quelque chose de très dark comme une dépression en art, ça peut être thérapeutique, Absolument. ça peut aider. En Mais ça thérapie, fait c'est pas ça. nécessairement une meilleure histoire. Non, pas forcément. C'est ça, tu sais. Puis tu peux être extrêmement déprimé puis avoir des bonnes idées, mais pas être capable de les exécuter bien, tu sais. Et tu peux avoir la vie de rêve puis promener ton chien au parc sur une belle journée ensoleillée puis de penser à le pire scénario d'horreur au monde puis faire que ça, c'est une bonne idée. Je pense à Patrick, tu sais, qui est un Saint-Pierre. gars très équilibré dans la vie, qui va très bien. Il y a des histoires dark, par contre. Puis, tu sais, il écrit les affaires les plus épouvantables au monde. Fait que, bref, je pense que c'est ça. Tout est une question d'équilibre. Mais c'est pas de ça que la BD parle. Fait que, tu sais, même si elle effleure ce sujet-là, moi, je pensais qu'on allait rentrer là-dedans. Là, tu sais. Que son agent, à un moment donné, il allait dire, tu sais, t'es pas obligé d'aller mal pour produire. Là, tu sais. Puis finalement, non, c'est pas vraiment ça. Puis elle a pas, initialement oui, mais elle a pas le syndrome de la plage blanche. Au contraire, quand Tyson se présente à la maison, puis là où tout déboule, finit par débouler, il se rend compte qu'elle a fait des... Parce qu'elle a 1 an à peu près, c'est ce qu'on comprend. Elle a fait des toiles pendant 1 an. Elle a genre une 30aine ou une 40aine de toiles de prêtes. Puis, il y a matière à créer une exposition puis aller chercher des clients. T'sais, c'est ça le but d'un agent aussi artistique, là, c'est de pouvoir être en mesure de vendre ton client auprès de mécènes et des personnes qui ont les moyens, les ressources de soit de financer tes activités artistiques comme des vrais mécènes ou de payer pour les toiles que tu crées. Ouais. Et ça, c'est une job. C'est un job à temps plein. Mais j'ai full aimé ça. J'ai trouvé ça super agréable. Je pensais qu'au départ, le côté plus cartoonesque, entre guillemets, je mets ça des gros guillemets, allait défaire l'intention de vouloir créer une BD d'horreur, mais rapidement, cette projection mentale que j'avais a disparu. C'est dissous assez rapidement. Et il y a un autre aspect que je voudrais adresser, la physicalité de la créature, ou de l'entité plutôt. J'ai jamais complètement expliqué. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce que c'est une représentation de quelque chose? Est-ce que c'est au contraire une entité qui est physique? Clairement, elle peut bouger des objets, elle a des relations avec Ruro, mais tout ça non plus n'est pas adressé, puis c'est bien correct. J'ai trouvé ça bonne BD. Ouais, ça aurait été plate qu'elle descende dans la cave, puis qu'elle trouve un livre qui est un journal, puis là, elle comprend que il y a quelqu'un, il y a 800 ans, qui a fait un summon, un démon, puis que là, on comprend tout, là. Puis ça prend un bout avant qu'elle se manifeste, l'entité. Hein? Je sais pas si tu as remarqué, elle est là pendant des semaines dans la maison. Rogue connaît le passé morbide du lieu, mais arrête pas de parler comme s'il y avait un fantôme. Comme quand Laurent il a déménagé dans l'appart en ce moment où quelqu'un est décédé juste avant lui, il arrêtait pas de parler au dude qui était là présent avant. Sauf que le dude n'a pas fini par répondre, contrairement à Arrow. Et initialement, c'est très subtil. C'est juste une voix dans l'éther qu'on peut pas trop localiser. Puis de plus en plus, elle se manifeste là, d'une manière physique, puis en déplaçant des objets, puis en se montrant. Mais c'est clairement une succube. C'est-à-dire qu'elle elle se veut nourrit. pas que Ro sorte, elle veut pas que Ro invite des gens. Non. C'est comme, t'es à moi. Elle se nourrit d'elle quelque part. T'as-tu remarqué, en fait, ça, c'est sorti en single issue, mais quand on le lit dans le trade, les chapter breaks, J'ai pas remarqué. qui sont en fait les couvertures des singles, c'est toute la même composition, c'est-à-dire c'est la même que sur le cover. Fait que t'as tout le temps la maison dans le haut, puis elle change à partir des chapitres. Ah, j'ai pas remarqué ça. Ouais, c'est ça, j'ai remarqué ça à la fin, puis j'étais comme, c'est donc bien hot. Fait que tu la vois, la première évidemment c'est le cover, mais après ça tu la vois l'automne, après ça tu la vois la nuit. Ah, puis, pour les saisons, ben ouais. C'est ça, puis à la fin, ben là tu la vois, je pense que c'est peut-être un spoiler, mais je pense qu'on la voit en feu. Ouais.
Il y a aussi, je sais pas si tu as remarqué, les sketchs qu'il y a à la fin, parce qu'il y a eu un travail sur le fait d'établir le lieu, l'environnement, l'espace. Donc, il y a quelqu'un qui a fait des plans. Je ne sais pas si c'est l'artiste qui l'a fait, là, mais il y a quelqu'un qui a composé, qui n'était pas l'artiste principal, qui a fait un modèle 3D de la maison. Tout ça dans l'idée de vouloir créer un lien qu'on va vraiment... un lieu, une maison qu'on va vraiment habiter. Tu sais, l'idée de créer... On fait ta scène, là. On fait ton cadre, puis après, on va faire jouer tes personnages là-dedans. Ça, je trouve ça le fun. Je sais que la bande dessinée de Joe Hill, Lost and Key, avait fait un peu le même procédé avant de commencer à se lancer dans l'écriture. Ouais. Quoi. C'est pour vrai, c'est super intéressant. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que quand je lisais la BD... Tu l'as pas senti? Je ne l'ai pas senti. Okay. Je ne l'ai pas senti genre, ah là, on est dans telle pièce. T'sais, dans le fond, il y avait le salon, son studio. Puis... La salle à manger, la couchette. Ouais. Puis encore là, c'est comme on dirait que ça aurait pu être vague. Mais je trouve ça quand même super intéressant comme exercice. Puis j'adore quand on met des bonus de même à la fin de la BD. Aussi, ça nous donne un peu une idée du processus, de voir que le dessinateur a tout fait ses plans. C'est cool, c'est le fun. C'est cool. Fait qu'est-ce qu'on la recommande, Jake? Oui. On la recommande. Donc, The Me You Love in the Dark de Scotty Young et George Carona, disponible chez Image Comics. Jake, c'est la fin ou presque. Puis j'ai failli oublier de le dire, mais c'est c'est Martin, qui est un fan des Mystérieux, qui est sur le Discord, qui m'a offert ça. Wow! Au Comic-Con de Montréal. Colin, Martin. Donc, ben oui, puis man, merci tellement parce qu'il est venu, je pense, faire signer Chanson Noire, puis il a fait puis en passant, t'as un cadeau, puis je voulais l'acheter, je voulais la lire, je l'avais fait. Non, c'est donc même malade. Fait que merci du fond du cœur. J'étais content qu'on en parle au Mystérieux, parce que je l'avais pas lu encore. Puis là, ça m'a comme donné une raison pour la lire. Puis j'étais comme, c'est tellement un beau cadeau. C'est un beau hasard. C'est un beau hasard. Je ne savais pas que merci énormément. Non, c'est ça. Martin qui était là hier durant la soirée de lutte. Tu vois? Bon, ben... Tout est dans tout. C'est la fin du mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants, ou presque, Jake. Lundi prochain, ça va être notre spécial d'Halloween qu'on va enregistrer ce vendredi en gang dans la cour chez Laurent. Ça a l'air qu'il va y avoir du feu puis du vin chaud. Puis c'est quoi notre thème? C'est spécial d'Halloween. Fait que... Voilà. OK. Ça dit ce que ça dit. On parle du spécial d'Halloween. Bon, ça fait un spécial d'Halloween. Ça fait juste un mois où je dis, préparez-vous de quoi pour le spécial d'Halloween? Fait que t'as pas préparé de quoi pour le spécial d'Halloween? J'ai aucune idée que je vais faire. Il va y avoir des amis qui vont être là. Des amis que ça fait longtemps que vous n'avez pas vus. Ça va être le tease que je vais vous donner. Mais je vais diffuser et rendre le balado disponible lundi prochain, malgré le fait que vous êtes peut-être en train de passer l'Halloween avec vos enfants ou donner des bonbons. Dernier truc avant de se laisser, merci beaucoup pour le beau mois. Moi, c'est comme ma découverte de pandémie, genre le mois d'Halloween des mystérieux. Je vois pas beaucoup de monde en ce moment, fait que c'est un peu ma bouée sociale. C'est vraiment du bon monde. Vraiment du bon monde qu'on a comme auditeur, Jake. Special people, the best people. Je vous dirais sinon une petite mon petit truc d'usage que vous allez me trouver gossant, mais je vais le faire encore pour les 5 prochaines années. Allez donc vous faire booster, le tabarnak. Ben oui. Et si vous allez vous booster, vous faites refuser, parce que c'est arrivé à quelqu'un sur le Discord des Mystérieux Étonnants qui s'est fait dire de la connerie, de la bullshit par une pharmacienne. Ces gens-là sont importants, mais ils ont des opinions. Ils n'ont pas à vous conseiller là-dessus. Là. Ça, c'est de la bullshit. Les sorties, puis des papiers, puis d'autres affaires. Vous y avez le droit, prenez-le, c'est important. Puis anyway, c'est des nouvelles versions. Là. Fait que... Puis quand vous allez en pharmacie, vous pouvui aussi vous faire vacciner pour la grippe. C'est gratuit. Oui, fait que profitez-en. Profitez-en. C'est drôle, une grippe l'hiver. Oui, puis surtout quand on le sait pas, des fois les tests, tu le sais pas, c'est la COVID ou autre chose. Puis c'est ça, la personne qui nous a conté, qui nous racontait ça, lui, il s'est fait refuser en même temps qu'il a pris son vaccin pour la grippe. Et même chose avec sa conjointe. Et j'ai trouvé ça. Tu sais, Benoît, des fois, il est en crise, Jake. Là, j'étais pas content. Donc, allez faire booster, puis écoutez pas la connerie. Allez vous faire booster. Faites attention à vous autres. On se revoit pour le spécial d'Halloween, puis continuez à regarder le ciel. Regardez derrière vous. Là, il y a quelqu'un. Non! OK, bye.